Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale pour notre matinale de début de semaine avec, vous l'avez vu, à mes côtés, un invité exceptionnel puisqu'on nous avons Simon avec nous. Bonjour Simon. Bonjour Martin, bonjour Aline, bonjour à tous. Bonjour Aline. Salut Simon, salut Martin, salut tout le monde. On se retrouve tous les trois pour parler, évidemment Simon, de Blam, donc un peu des jeux Blam, on va commencer par ça. On va vous parler aussi d'un projet, le cartable ludique, qui se lance, que tu vas nous décrire, nous expliquer. Et le lundi, habituellement, on vous parle de bande dessinée, on te l'a dit, mais le lundi c'est BD dans cette matinale, et tu nous as dit, moi je veux spécifiquement venir pour celle du lundi. Du coup, on n'a pas annulé la rubrique bande dessinée, la rubrique série, culture, l'agenda pop, j'ai marqué, la pop culture, puisque, alors je l'ai mis en deux temps dans notre sommaire en bas. On va d'abord parler assez rapidement, je pense, Aline, très rapidement même, de cinéma, série, tout ça, parce que on va garder un petit peu plus de temps pour la bande dessinée, peut-être, vu que tu nous as dit, c'est une de tes passions, la BD. Ouais, la BD, carrément. Je lis beaucoup, je m'intéresse pas mal, et du coup, quand ça a commencé la BD, c'est vrai, au début de l'année, je vous avais tout de suite dit, c'est très bien, je m'y mets, je regarde, et j'en ai acheté plusieurs, grâce à la rubrique. Donc, grâce, c'est bien de dire grâce, et pas à cause de nous. Non, grâce, c'est des BD, c'est toujours grâce. Oui, nous, on a lancé ça aussi par plaisir personnel, on l'a dit plusieurs fois, on avait besoin de se changer aussi les idées et de renouveler notre façon de parler de jeu, parce que quand on parle d'autres médiums, on se rend bien compte que tu peux pas tout faire, tu peux pas tout lire, tu peux pas tout regarder, tu es obligé de sélectionner de manière parfois un petit peu dure, et vous nous le dites des fois, quand on fait nos rubriques, là actuellement dans les actus ludiques, on fait pas tous les Kickstarter, on n'y arrive plus, et on a quand même les retours des gens qui nous disent mais vous avez pas cité ça, c'est un scandale. On peut pas en réalité, on peut pas tout faire, et cette sélection, on pense que c'est aussi c'est notre rôle en réalité de réussir pour nous-mêmes, mais pour vous aussi qui suivez, à cibler des choses qui peut-être vont vous intéresser davantage. C'est la raison de cette rubrique du lundi. Il y a beaucoup de sujets pour ce matin, ça fait beaucoup trop de choses à parler. Alors, on le savait. Ah oui, c'est normal. On sait qu'elle va être un peu longue. On va voir si on arrive à sélectionner un petit peu quand même malgré tout, et notamment on va commencer par les jeux Blam. Ça sera l'occasion de sélectionner un max les jeux dont tu veux nous parler. Alors, on te connaît, tu es venu notamment pour les jeux que vous avez publiés chez Blam. Comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur le site internet. Hop, je le montre ici, il est déjà lancé directement sur Petit Pois par exemple, qui fait partie de vos sorties. C'est votre sortie du moment d'ailleurs, ça, parce que c'est dans 15 jours. Exactement, ça sort dans 15 jours, c'est pour ça que je suis là aussi, pour faire la vidéo tout à l'heure. Et c'est notre sortie du premier semestre, le petit jeu de cartes malin, addictif de l'été. Puis on est content, il est déjà... celui-là, le petit jeu de l'été. Est-ce qu'il y a un palmarès de quel... Tu sais, comme dans la chanson, ça c'était la chanson de l'été, on se rend compte à la fin de l'été, clairement on l'a entendu tout le temps, on n'en peut plus de cette chanson. Est-ce que ça sera Petit Pois, le petit jeu dont on ne pourra plus là? Écoute, ça serait bien, on y espère, et en tout cas on fait tout pour, il est sur BGA, on a mis un print and play même de dispo sur internet pour l'essayer et tout. Donc, C'est vrai, il y a un print and play. Ouais. Ah, c'est fou ça, c'est la première fois que j'entends ça. Alors j'imagine que ça s'est déjà fait, mais sur des sorties, avant la sortie, que vous ayez fait directement le print and play, je trouve ça... Je rajouterai le lien dans l'article, du coup. Oui. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est dur de faire jouer les gens, c'est dur de faire découvrir les jeux, et que en fait les jeux, la force du jeu, c'est que c'est viral, c'est que c'est une fois qu'on y a joué, qu'on le partage, surtout pour des petits jeux comme ça, qui jouent jusqu'à 6. Et si on veut que le succès d'un jeu soit là, une fois qu'il est sur BGA, ton jeu, tout le monde y a accès. Donc tu dis, autant aussi privilégier les gens qui jouent en vrai. Et on est super content parce qu'il y a plus de, je crois, 200 personnes déjà qui l'ont téléchargé, qui ont fait l'effort, etc. Vous avez un petit compteur pour vérifier, pour se rendre compte si c'est une bonne solution. Exactement. Parce que sur BGA, en fait, c'est ce qui se passe. C'est qu'on s'est rendu compte de l'essor de Board Game Arena parce que les jeux qui sont présenté en avant-première sur Board Game Arena, ça n'impacte pas les ventes de manière négative, c'est plutôt le contraire. Exactement, puis faut faire connaître. Et puis ça dépend des jeux. Quand c'est des jeux de stratégie où t'as personne pour jouer autour de toi, je pense que tu restes sur ton BGA et puis c'est très bien. Sur des jeux comme ça où en fait tu découvres sur BGA, t'es un peu addict, tout ce que t'as envie c'est de le ressortir en soirée avec tes potes ou etc. Mais tu parlais tout à l'heure de la BD, j'essaie de conserver comment ce côté passionné de BD pour essayer de comprendre comment
comment on achète des jeux de société. Oui. Pourquoi j'achète une BD? Parce qu'en fait, j'ai envie de la partager, j'ai envie de la donner à quelqu'un, etc. Et je vois même sur en livre des choses comme ça. C'est pas parce que j'ai téléchargé un livre, lu une nouvelle ou qu'on me l'a prêté que je l'achète pas. Enfin, je vois souvent, on me prête un livre et en fait, je le rachète pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc j'essaie de garder ça. Donc on a mis le print and play là pendant, je crois qu'il reste une semaine pour le télécharger, parce que l'idée c'est de faire un truc un peu événementiel. Alors, voilà. C'est un truc événementiel et puis c'est une version 2 à 4 joueurs. C'est à quel endroit qu'on sur notre site web, tu devrais le trouver. Alors je vais taper ça en direct, vous allez le découvrir. Les gens plus soient ce que tu dis, parce que perso, une fois testé et approuvé sur BGA, j'ai envie d'avoir l'objet en main et je passe à l'achat, dit Gatsby. Et Choupi dit petit poids sur BGA, j'arrête pas à d'acheter car clairement ce sera notre jeu de l'été. Bon, tu vois, c'est trop bien. Convaincu déjà. Ouais, mais on essaye, et puis c'est un moment qui est compliqué dans le monde ludique. Il y a tellement de jeux qui sortent, il y a tellement de choses que forcément faut trouver des moyens. Il se trouve que c'était un peu le jeu parfait pour faire ça, que c'est très facile de faire le print and play. C'est juste. C'est en rupture de stock. Oui, c'est pas encore sorti. D'accord. Non, alors je sais. De toute façon, le plus simple c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Oui, on va faire ça. Ouais. Je regarde. Là, c'est la page du site qui est très chouette. C'est propre, bravo. C'est de plus en plus rare d'avoir des sites qui fonctionnent chez les éditeurs. Souvent, quand je tape le dernier jeu, c'est pas encore en cours. Et quand je demande aux éditeurs, ils me disent oui, bon, écoute, le site, on s'en fout, personne va dessus. David va être content. Non, mais c'est chouette. C'est aussi. Sorti le 16, vous l'avez vu, Petit Pois, c'est le prochain jeu qui va sortir. On vous le fait peut-être découvrir aujourd'hui, peut-être que c'est la première fois que vous en entendez parler. Mais en tout cas, c'est là. Un super cadeau, rien que pour vous, le print and play. Voici le lien, c'est sur le Dropbox. Exactement. Donc, alors, attends, parce que là, ça va être un lien Facebook, il faut que je l'ouvre pour le copier et vous le mettre. Hop. On va voir si ça marche comme ça. Mais en tout cas, oui, effectivement, regardez. Vous pouvez faire une capture d'écran pour imprimer. De toute façon, on le sait. Une fois qu'on le met sur Internet, tu peux dire que ça dure 2 semaines, ça se partage. Mais c'est pas du... je pense pas. Mais en fait, c'est pas l'intérêt. Et puis si franchement, t'as envie de le partager, t'as envie de te l'imprimer, de te le faire, te le refaire, on a gagné en fait. Parce que même si toi, tu vas garder ta version print and play pour toi, parce que tu joues jamais à plus de 4 joueurs, parce que Petit Pois, ça joue de 2 à 6. Mais là, vous l'avez fait pour 6 ? Non, on l'a fait pour 4. On l'a fait pour 4. Mais en fait, ça se partage. De toute façon, tu trouves les moyens. Mais si tu fais un effort, c'est que tu as envie d'y jouer. Si tu as envie d'y jouer, tu le partages. Tu vas l'amener à ton asso ludique, à ton café ludique. Donc ça va se propager. De toute façon, tu ne joues pas tout seul à un jeu. C'est ça. Donc on est hyper content. Et on est très content de comment ça a pris. Et c'est dur de faire parler d'un petit jeu de cartes malin aujourd'hui. Donc c'est très compliqué. Et puis se démarquer des autres, ça devient vraiment complexe. Et justement, vous avez choisi un thème, parce que tu l'as dit, ça se joue jusqu'à 6, mais c'est pas des K6. C'est des petits pois à l'intérieur. Il est pas mal celui-là. Pourquoi les petits pois? C'est quoi la blague, la fameuse blague? La blague, c'est qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Un petit pois dans un ascenseur. Voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça paraît évident un peu aujourd'hui, parce que c'est un jeu, on verra, où on doit jouer des fois des cartes qui montent et des fois des cartes qui descendent. Et en fait, on est passé par plein de versions du jeu. On a beaucoup travaillé, notamment à Vichy, donc il y a 10 mois à peu près. Voilà. Et on a amené plein de versions. Une version avec des chats, des versions complètement abstraites, une version yo-yo, plein de choses comme ça, jusqu'à trouver le thème qui est suffisamment fun, rigolo, avec le traitement graphique. Donc c'est assez intéressant. C'était pas un petit pois au début. Non, pas du tout. Un petit peu au début, le jeu s'appelait Up and Down. C'était un jeu abstrait, donc de Thomas Faverlière, Alex Fortino et Simon Moulin. Hop. Attention, ascenseur, c'est ma caméra radio qui s'est éteinte, j'ai l'impression. Ah ouais, je me suis amusé ce matin. Allez voir. Pour la rallumer, vous me voyez pas, j'ai mis gros plan sur oui, comme d'habitude, nous on voit les chaussettes de Martin. Il est monté sur la table. Et donc le but c'est d'essayer de faire parler du jeu, et ça se passe très très bien. Maintenant, il faut qu'on espère que ça va plaire aux boutiques, aux joueurs. On a la chance d'avoir réussi à avoir les jeux bien en avance. Donc il y a déjà des influenceurs, des journalistes, des boutiques qui ont le jeu en main, donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que là on a dit que le thème c'était des petits pois, on a dit qu'il fallait que ça monte ou que ça descende, mais exactement, il va s'agir de faire quoi dans la partie?
Et ben en fait dans le jeu, il va falloir se débarrasser de nos cartes, d'être le joueur qui au bout d'un certain nombre de manches qu'on décide au début de la partie, 3 manches, on joue en 50 points, voilà, on peut adapter le jeu comme on veut. Il va falloir se débarrasser de nos cartes. La particularité du jeu, ce qui en fait un jeu très intéressant, c'est qu'on a des cartes dans notre main, comme d'habitude, donc je joue des cartes qui montent et je vais essayer de me débarrasser de mes cartes, mais on a aussi des cartes qui vont être devant soi. Et les cartes qui sont devant soi, il y en a certaines qui vont être face visible, il y en a certaines qui vont être face cachée, et du coup ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment y avoir de l'interaction entre les joueurs, puisqu'on connaît certaines cartes, certaines valeurs qu'ils ont, on connaît certaines couleurs qu'ils ont. Il y a évidemment des petites actions bonus qu'on peut faire quand on joue la même couleur, donc il va y avoir des petites choses comme ça qu'on va chercher à éviter de donner la bonne couleur à la bonne personne, d'essayer de temporiser, et comme c'est la valeur des cartes qui nous donne les points à la fin de partie, le but c'est de se débarrasser de nos grosses cartes, évidemment, mais c'est pas toujours évident, enfin voilà, donc il y a vraiment un petit côté fin et malin, et puis pas mal d'interactions entre les joueurs quand on se chambre. C'est ça, la petite carte up and down que tu peux montrer. Donc des fois, il faut qu'on joue up et puis down, et puis des fois on la retourne et là, hop, on est du côté up. Voilà, le petit effet doré marche bien sur ta caméra. C'est très très bien. Retenez que c'est un jeu ultra simple. On a juste des cartes en main et vous allez devoir les poser pour augmenter ou descendre par rapport aux 2 tas qui sont au centre de la table. Là, si c'est up, je vais pouvoir poser rien sur ce paquet-là parce que c'est le 10. Si, on peut mettre un 10, c'est jusqu'à égal, effectivement. Et là, par contre, j'ai un peu plus de choix, le 5, le 6, le 7, mais si jamais on arrive à avoir la même couleur, youpi, on a un bonus en plus, et c'est ça, retenez, il n'y a que ça derrière, en termes de règles, mais évidemment, il y a des petites subtilités, c'est ce qu'on attend de ce genre de jeu. Et puis, également... Puis on va pouvoir cumuler les effets et jouer plein de cartes à son tour, et ça, c'est toujours très agréable. Ouais, et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Un truc important. Et il y a la prise de risque. Et c'est ça qui est aussi rigolo quand on termine la partie. Il y a des cartes qu'on ne peut ne pas connaître qui sont toujours face cachée devant soi. Et ça on croit qu'on a gagné. Voilà, tu crois que tu as gagné, tu prends le risque, tu prends pas le risque et tu retournes et là tu te rends compte, non, t'as pas le plus petit score donc tu vas doubler ton score. Donc il y a vraiment ce côté très émotionnel dans le jeu. Donc voilà, on est cool, on est content, ça marche super bien sur BGA, le print and play. Donc c'est cool. Au moins le jeu il est dans les mains des joueurs maintenant et on espère que ça va le faire. Excellent aussi à 2 joueurs, c'est marqué sur la boîte, tu respectes bien les consignes de toujours mettre excellent pour 2 joueurs si ça marche à 2. J'ai pas joué à 2 encore, on est joué à 3, c'est vrai que ça marche bien à 3. C'était vraiment une particularité, comme il y a des cartes qu'on connaît, puisqu'il y a la rangée des cartes devant soi, en fait tu vas vraiment pouvoir interagir. Je sais qu'il a un 8 orange, donc je vais pas mettre de orange, je vais attendre qu'il joue son orange lui, et donc il va y avoir cette petite interaction très stratégique qui est assez chouette. C'est vrai qu'à 3, je m'étais rendu compte que je regardais plus les cartes de Joseph qui étaient en face de moi que de Martin. Enfin, je connaissais ses cartes, je savais ce qu'il avait au dos de des cartes recto verso, quoi. C'est cool de jouer avec notre fille Joseph parce que d'habitude elle ne voit que moi à table. Toutes les attaques c'est toujours sur moi. Et là il y a quelqu'un d'autre donc ça change, je ne suis plus le bouc émissaire. Parce que j'ai joué à 2, forcément si tu essayes de gagner, l'autre tu essayes de le battre. C'est faux. Je t'explique. Donc ça c'est votre prochaine sortie, Petit Pois, donc un jeu de Thomas Favrelière, Alex Fortino et Simon Moulard, 3 auteurs sur ce jeu-là. Ils se sont rencontrés à la Game Jam le Bootcamp, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça, ils se sont rencontrés là-bas, ils ont fait le jeu après. C'était pas une Game Jam, mais il y avait ça à l'intérieur? Si, c'était une Game Jam? Si, c'était de la... Ils ont développé un jeu pendant ce moment-là? Plusieurs jeux. Plusieurs jeux, oui. Et mais le jeu ne vient pas de là, ils ont travaillé après, et puis c'est un jeu qui a une chouette histoire, parce que nous on l'a vu une première fois, on leur a fait des retours, le jeu nous on n'était pas trop convaincus, et c'est que un an après qu'ils sont revenus nous voir, on l'a retravaillé. Nous c'est ce qu'on aime bien faire, Enfin moi j'aime bien faire des retours sur des jeux, alors des fois c'est non, écoute là vraiment... Il n'y a pas, puis des fois, écoute, on sent quand même un truc sur ça et ça. Si ça te dit, je veux bien continuer à le travailler avec toi et on verra ce que ça donne, quoi. Tu aimes les petits pois en cuisine? Ça va, ouais, c'est pas pire. J'ai lu, c'est horrible sur le chat. C'est bon, les petits pois. Moi j'adore les petits pois, je trouve ça incroyable. Les vrais petits pois. C'est ça, le problème c'est que les gens de cuisine puent maintenant, je vous dise. Donc on rajoute une nouvelle rubrique, c'est ça? Non mais vraiment, moi, à un moment je voulais faire ça, on en avait parlé, on avait même commencé à initier des trucs. C'est vrai. Et puis on n'a jamais réussi. Est-ce que dans la Blâme Letter vous allez mettre des recettes de petits pois? Écoute, je crois qu'ils n'ont pas fait la recette de petits pois carottes, je crois qu'ils ont mis d'autres choses, mais parce que moi j'aime bien écosser les petits pois carottes, tu vois, genre gazpacho de petits pois, enfin des trucs un peu classe de petits pois. C'est pas mal le gazpacho. Je pense que quand tu le fais tous les jours c'est insupportable d'écosser les petits pois, mais quand tu comme moi tu fais assez peu la cuisine, finalement le plaisir de faire ça, parce que c'est le rapport, t'as une sorte d'impression de revenir à des choses essentielles. La tourte aux petits pois. Ah non.
Non, ça moins, non. Non, juste des petits pois bien cuisinés. Bon, voilà. On vous a peut-être pas donné envie d'acheter le jeu, mais... mais par contre, de manger des petits pois à midi. Ouais, complètement, ouais. Donc ça, c'est votre prochaine sortie. Exactement. Il y en a d'autres qui sont prévus. Alors, vous connaissez déjà... Parce qu'il y en a Moonshine, puisqu'on a eu la chance de pouvoir vous le présenter. On l'avait sélectionné pour les Sabliers d'Or. Tout à fait. Cet événement dans lequel on vous présente des jeux en avant-première et où on se fait plaisir aussi avec Aline parce qu'on a eu l'occasion de voir plein de jeux. C'est vrai. Et celui-ci, il nous a tapé particulièrement dans l'œil. Alors nous, c'est toujours aussi un côté découverte parce qu'on les découvre souvent sur règles. Après, on les voit arriver. Il a beaucoup tourné au chalet. Depuis qu'il est ici, il y a pas mal de monde qui nous le demande. Faut croire que les joueurs de jeux de société sont assez adeptes, de manière générale, les professionnels du monde du jeu de société sont assez adeptes de jeux de cartes à combo. Et c'est un peu le cas de celui-ci. Il y a des petites combos, mais alors c'est pas de la grosse combo. C'est pas des calculs compliqués des textes. Il n'y a pas de texte sur les cartes. Non, c'est vraiment la construction de moteur, mais un peu plus malin que d'autres jeux, parce que tu vas pouvoir choisir si tu veux améliorer ton nombre de cartes, si tu veux améliorer tes relances ou si tu veux des ressources gratuites. Enfin, du coup, tu vas devoir faire un peu ton build comme tu as envie, un peu comme dans les jeux vidéo, ou toi, qu'est-ce que tu préfères faire. On se rend compte qu'on aime bien toujours faire un peu la même chose. Moi, j'ai du mal à changer de stratégie. Moi, je veux voir plein de cartes. Moi, je veux être sûr à la fin de la partie de choper la bonne carte, parce que Ça me fait penser un peu à Race Force of Galaxy, ce truc-là, tu sais, d'aller chercher, d'augmenter le nombre de cartes que tu veux piocher dans le deck. Mais il y en a qui veulent juste plein de ressources en se disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est au moins n'importe quelle carte que j'ai, je sais que je la fais tout seul. Enfin voilà, il y a plein de... Moi, j'essaie d'avoir plein tous les dés, assez vite, le plus vite possible, tous les dés. Parce que c'est une chose qu'on peut faire, on peut essayer d'avoir des bonus pour avoir 3D ou 4D, avoir le dé rouge, le dé bleu, et c'est hyper efficace de pouvoir tous les lancer. Ouais. Oui, alors on va pas s'éterniser sur ce jeu dans la mesure où vous en avez déjà entendu parler, mais quand même pour ceux qui débarqueraient comme... Non, mais je pense qu'il a suivi Super Stylize. Je sais jamais comment dire ton pseudo, comment je le prononce, parce qu'à chaque fois je me pose la question et je me dis, il faudrait peut-être que je te redemande. Super Stylize, je ne sais pas. Super, je vais t'appeler, c'est bien aussi. Qui était en vacances et qui revient de vacances, qui enfin... à l'occasion de pouvoir blandouiller au boulot, peut-être pas encore au boulot à cette heure-ci, mais de découvrir les jeux par le biais de ces émissions aussi, c'est ça l'intérêt, donc ça vaut toujours le coup d'en reparler. Déjà, vous avez changé le format des cartes, c'est un bon par rapport à la première version qu'on avait eue, donc nous, on a fait une explication de règles, mais avec l'ancienne version des cartes, et là, vous avez des cartes qui sont un peu format tarot, et on va les montrer en vidéo, puisque... Tout à fait. Et du coup, dans le jeu, chaque joueur, il a son propre bar clandestin, dans la prohibition qu'il a devant lui, et il va avoir des clients. Alors là, c'est pas les bonnes cartes finalisées, on a l'impression est pas bonne. Mat, du exactement, coup, mais vous allez avoir des cartes qui sont beaucoup plus agréables à voir visuellement. C'est ça, et du coup on a chacun, j'essaie évidemment de trouver... Rachel, je suis d'accord avec toi, Rachel nous dit, pardon je te coupe mais c'est important, elle nous dit sur le chat, les pois cassés, meilleur plat du monde, je suis passé, j'ai failli le faire et en fait je me suis dit, Aline va me faire les gros yeux, je suis passé en grande surface, on était à deux d'ailleurs, on a fait les courses, et je suis passé devant le rayon des pois cassés, je me suis dit, j'aimerais bien faire ça, et en fait j'ai conscience que là en ce moment j'ai pas trop le temps, et je voulais pas t'imposer un truc, tiens fais-moi ça Aline. Mais ouais, mais tu sais, le préparer nous-mêmes. Ah oui, de toute façon, les pois cassés, tu les prépares toujours toi-même. Tu sais, maintenant, tu as des... J'ai conscience là, que c'est pas du tout le sujet de l'émission. Si ils te vendent des pois cassés déjà pré-trempés, etc. Faut pas faire. En général, c'est moins bien. Donc là, très rapidement, le but, c'est d'attirer les clients dans ton bar, que tu vas réussir à glisser dessous. Chaque fois que tu vas les attirer, tu vas gagner des pouvoirs, des points. Donc si j'arrive à mettre ce client dessous, je vais avoir le dé bleu, etc. Définitivement. Donc là, on est sur un jeu de construction de moteur initié. La force du jeu, c'est surtout que c'est un jeu où on s'arrête jamais, parce qu'en fait, à chaque tour, il y a un joueur actif. Le joueur actif, il lance les dés. S'il a le droit de lancer le dé bleu, il lance aussi le dé bleu. Il va relancer les dés. Et une fois que les dés sont lancés, tout le monde va jouer, et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est qu'on va pas s'arrêter, ça va être hyper dynamique, on joue en simultané, une fois que tout le monde a bien compris autour de la table, on passe en simultané, et à partir de ce moment-là, on enchaîne les parties, on teste les différentes stratégies. Il y a une chouette rejouabilité, puisque il y a un mode de découverte où tout le monde part de la même manière au début, mais on a ce mode habitué qu'on voit ici, où tu es forcé à jouer de manière un petit peu différente, tout le monde n'a pas les mêmes bonus au début, tu changes de client. Donc on est super content, et puis c'est un jeu de Thomas Dupont et de Maxime Morin, donc c'est une chouette avec une collaboration. identité très forte sur les visuels qu'on voit, et qui d'ailleurs ne laisse pas indifférent. Moi j'aime bien ça, quand j'ai des retours qui vont dans un sens ou l'autre, parce qu'on
peut pas dire que c'est raté. Là, c'est pas possible. Vous pouvez pas me dire ça. Mais il y a des gens qui nous disent j'aime bien ou j'aime pas. Et ça, c'est autre chose. Si on est sur de la vie personnelle, et je trouve que c'est plutôt une richesse. On s'en est rendu compte, en tout cas, sur les précédents jeux qui ont eu cet effet-là. Alors, déjà, Maxime Morin est un spécialiste du genre, parce que souvent, il laisse pas indifférent. Mais tu vois, chez Bombix, notamment, quand ils font leur petite boîte avec un style différent à chaque fois, dont il a fait partie, hein, Maxime Morin, je crois qu'il a un jeu chez Bombix. Codex Naturalis. Oui, la Codex Naturalis qui était déjà avec Thomas Dupont. Donc, t'as toujours ça, et en général, c'est souvent des succès. Tout à fait. Pixies, par exemple, c'est assez clivant. Il y a des gens qui adorent et des gens qui disent moi, ça me parle pas trop. Si Salt and Pepper, c'est pareil, hein, voilà. Après, ce qui est intéressant dans ce genre de DA-là, et ce qu'il faut réussir à faire, et c'est ça qui des fois qui est dur, c'est d'avoir quelque chose de clivant, qui plaît ou qui plaît pas, mais que même si t'aimes pas, t'es pas forcément à détester, et t'es pas forcément à vouloir y jouer, et trouver ce juste milieu est des fois pas toujours évident, et là vraiment on est hyper content sur Moonshine d'avoir vraiment cette patte. Moi je suis assez fan en fait, j'aime beaucoup le graphisme de Moonshine. Il est après, parce qu'il sort en octobre. On les a mis par ordre de sortie. Ah oui, d'accord, ok. C'est parce que je voyais Celestia plus tard. On va vous parler de Celestia juste après. Tac. On vous montre là en version un peu plus lumineuse, puisque effectivement les cartes sont un peu passées, celles qui sont posées sur la table, vu que c'est du prototype. Vous voyez la lisibilité, alors une lisibilité parfaite en termes d'iconographie. Là, vous les voyez parfaitement, vous n'avez pas besoin, c'est pas perdu dans le dessin. Et c'est un jeu très dynamique. Effectivement. Alors nous, on y a beaucoup joué au Chalet, vraiment. Hein, c'est pas une blague. Les jeux qu'on a le plus joué des Sabliers d'Or, c'est évidemment Toy Battle. Il est beaucoup sorti. On a joué hier soir, quoi. Voilà. Color World, mais ça c'est de notre faute, parce qu'on est ultra fan avec Aline, on l'a déjà dit, c'est notre jeu préféré des Sabliers d'Or. On y joue en boucle parce qu'on est amateur de ce type de jeu et qu'on n'a pas eu beaucoup des jeux comme ça, donc c'est tout nouveau pour nous. Et puis il est rapide, parce que c'est un jeu comme ça, comme dit Martin, ça veut dire c'est un jeu avec des lettres et des mots. Ah oui, pardon. Mais c'est un jeu qui est très rapide, tu vois, par exemple, j'en sais rien, mais tu sors un Jarnac, tu sais que ça va pas se jouer en 20 minutes, quoi, c'est clair. Et puis Moonshine est sur le podium des jeux auxquels on joue le plus. Ça ne dit rien des autres jeux, bien entendu, ça dit beaucoup de nous. C'est-à-dire que c'est celui, souvent, déjà il a ce format qui permet de le sortir assez rapidement. Et il s'adresse aux joueurs quand même. Oui, c'est un jeu initié, hein. C'est vraiment ça. Je précise qu'on n'a pas ni Behind ni Gatsby, donc on peut moins les faire jouer. Et ça fait aussi partie de ceux que j'ai envie de faire jouer en boucle. Behind, pas Behind. Pourquoi je confonds Behind et Rebirth? C'est les mêmes lettres, mais dans le désordre. Moi, je me rattrape. Oui, parce que c'est pas vraiment les mêmes lettres. Ah bah, t'as quand même le I, le H, le B. Ça fait beaucoup. Bon, c'est pas les mêmes lettres, je suis d'accord. Du coup, on remonte à Celestia Duo. Remontons à Celestia parce que je l'ai fait dans le désordre. Donc Moonshine, ça sort en octobre. Ça sort en gros juste avant Essen. Vous le connaissez, vous l'attendez, donc forcément. Celestia Duo, on le connaît pas encore. Pas encore vraiment. Non. Aline, mieux que toi maintenant. Ouais, moi j'ai fait une partie hier. Ah, moi j'ai pas joué moi. Je ne plus. Tu travaillais. Ah là là, ça c'est un peu le. Puis c'est un duo, tu t'en rappellerais. Non, mais sur une précédente venue. Non, j'avais pas fait. Donc c'est la version 2 joueurs de Celestia qui est de Bruno Catala. C'est une chouette histoire parce que c'est une commande sans vraiment en être en fait. On était allé voir Bruno pour faire une variante 2 joueurs de Celestia qu'il a faite, qui est dans la big box de Celestia, etc. Et puis en fait quand on développait le jeu, on avait testé plein d'idées, il avait amené plein de choses. Et il avait eu cette idée-là en disant tiens, on pourrait faire ça pour en faire un coop. On s'est dit que c'était quand même trop différent dans une variante et du coup c'est devenu une version standalone, donc c'est assez chouette. Et c'est du coup un Celestia coopératif parce que le but c'était de trouver un moyen de reprendre un petit peu le sel de Celestia et qu'il a fallu identifier. Et je crois que c'était ça le plus dur en fait. C'est pourquoi on aime bien jouer à Celestia, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Et en fait, il a réussi à trouver que le sel, ce qui venait, c'était beaucoup d'être dans la connaissance et d'essayer de... Je fais une mini mise en place toute petite, ridicule. Parce que normalement, il y a une trentaine de cartes en fait entre notre cité de départ et le pirate. Waouh, vous avez des bateaux, mais ça c'est important. Dans Celestia, c'est important. Les vaisseaux. On a donc deux vaisseaux. Notre objectif, c'est, en partant d'ici, de le rattraper et d'affronter le pirate.
avant qu'il soit arrivé à son repère ou qu'on perde tous nos petits points de vie, puisque comme dans Celestia, c'était très important que les aéronefs servent dans le jeu vraiment. Oui. Donc en fait, notre petit aéronef, lui, il sert à gagner des ressources. Donc quand on gagne de l'or, on va les mettre dedans. Quand on va avoir des petits fumigènes, on va les insérer dedans. Et de la même manière, dans le vaisseau pirate, ça représente les ailes, ses petits points de vie. Donc on va enlever à chaque fois qu'on lui enlève un point de vie pour le rattraper. Donc on est dans quelque chose d'hyper immersif, hein. Tu pourras peut-être compléter un peu Aline après. Et le cœur du jeu, et c'est ça qui est très intéressant et qui reprend vraiment une mécanique de Celestia, qui est dans Celestia, si on se souvient, ce qu'on aime bien dans Celestia, c'est quand on se regarde dans le blanc des yeux et qu'on se dit « je me souviens plus, t'as du bleu ou pas, je me souviens plus, allez, je te fais confiance, je crois que t'en avais ». Et là, ce jeu-là permet de reprendre ça, puisque comme dans Celestia, on va lancer des dés, il va falloir qu'on combatte les dés, mais on va toujours jouer en alternance. Le capitaine, il va choisir qui commence, toujours. Donc, il y a vraiment toujours cette petite concertation. Et donc, si on est comme ça, il va falloir qu'on réussisse à combattre ces dés-là l'un après l'autre. Ouais. Et donc, moi, par exemple, là, je vais dire que je vais commencer. Je vais combattre le dé vert. Toi, tu peux choisir une de tes cartes pour faire le rouge ou le violet. Mais si tu n'en as pas, on va en fait s'écraser. On va perdre un point de vie. Ouais. Et du coup, moi, si j'ai commencé, c'est sûrement parce que tu doutes que j'ai de quoi combattre les autres. Et toi, là, tu as le choix parmi ces deux-là. Soit il faut que tu te souviennes duquel des deux j'ai pour le faire, etc. Donc, il va y avoir plein de moyens dans le jeu d'avoir des petites informations sur le joueur. On va se partager des cartes avec certaines cartes face visible. On va pouvoir des fois se parler en disant j'ai une couleur, j'en ai pas. Donc, on va avoir ce cell où vraiment on va jouer ensemble à devoir deviner, anticiper les cartes de l'autre. Qui est vraiment chouette avec une belle rejouabilité, et on est un jeu où on est un petit peu plus il y a vraiment la stratégie, on a des ressources, on a des petits pouvoirs avec des membres d'équipage, on reste dans un jeu un peu dense justement pour avoir une chouette rejouabilité, parce qu'on est sur un jeu duo et où on va duo mais pas duel. Pas duel, exactement. Et du coup, il y a différents niveaux de partie, un niveau rapide, un niveau normal, un niveau expert. Et puis, à chaque fois, on va pouvoir aussi commencer avec le pirate qui part de plus en plus loin pour se rajouter du défi. Donc, on est super content parce qu'on a enfin trouvé une version... Oui, ça fait un moment que vous y pensiez à avoir une nouvelle version de Celestia, et c'est la vraie nouvelle version qui arrive là maintenant. C'est ça. Avec, mais je me demande si j'ai pas joué, mais je me souviens plus trop. T'as peut-être joué avec Bruno. Mais c'est ça, j'ai tellement plus de mémoire que. Je pense que si. Très bien. Ça me dit quelque chose, mais il faudrait que je renote, Aline, je pense, les jeux auxquels j'ai joué, parce que je les note plus, et souvent j'ai l'impression d'avoir déjà fait des choses, mais. Oui, mais... En tout cas, on a fait nous une partie hier, ça j'en suis sûre, je m'en rappelle. Et le jeu, il crée plein d'émotions différentes au cours de la partie. Tu crois que tu vas gagner, mais le bateau pirate il s'éloigne, du coup il va falloir y retourner. Tu penses que tu as communiqué de la bonne manière en prenant cette carte, mais l'autre n'a pas compris. Enfin, il y a plein d'émotions, tu vis plein de choses, ça rend la partie épique. En fait, tu as vraiment l'impression que tu essayes d'y aller, que tu te rapproches, mais non, il s'éloigne, mais tu vas revenir et tu penses que tu as assez de cartes en main, mais peut-être pas. Enfin, tu as vraiment plein de choses comme ça, tu vis ta partie, quoi. Ça, c'est certain, ça fonctionne super bien sur le ressenti autour de la table. Ouais, c'était l'enjeu aussi, comment faire de l'émotion comme dans un Celestia sur un jeu duo. C'est dur de créer cette compétition. Mais déjà, le fait de passer du compétitif au coopératif, ça change énormément de choses, parce que Celestia, c'est quand même la compétition qui crée l'humour, le côté un peu rigolo autour de la table. Puis t'as des fins un peu épiques aussi à la fin, il faut réussir à faire plein de choses d'un coup. Enfin, vraiment, tu vis l'aventure, quoi. Ouais, et puis ce que dit tout le monde aussi de Celestia, c'est le côté on est tous ensemble. Il y a quand même ce côté, c'est un faux jeu coopératif. Hein. Il y a des choses comme ça, c'est hyper compétitif, mais on est tous dans le même vaisseau. Et du coup, voilà, il a fallu trouver le juste milieu, et Bruno a fait vraiment un travail incroyable de développement pour réussir à trouver l'essence et pouvoir complètement ensuite s'en estirper, rajouter de la gestion de ressources, rajouter plein de choses pour en faire un jeu complètement différent, mais qui reste un vrai Celestia. On est hyper content. Puis en plus, c'est une nouvelle illustratrice. C'est Laure Bévin, et on est hyper content parce que l'univers reste hyper cohérent avec Celestia, avec quelque chose de quand même plus de différent, mais on garde ces cités volantes, ces aéronefs, donc voilà. Et ça sort en septembre, donc on est hyper content. Et là vous avez une rentrée après, à partir de septembre-octobre, qui est riche avec ces deux jeux-là. Ouais.
c'est riche, mais rentrer, et en même temps on est super content parce qu'on arrive à avoir la place pour tout le monde. Grâce à vous et à la sélection des sabliers d'or, on a réussi à Moonshine est déjà pas mal là. On va avoir Valménier aussi où le but ça va être de le montrer à un maximum et tout ça. Donc voilà, l'enjeu quand on a des sorties, quand on est petit, c'est réussir à en faire parler, bien sûr. C'est toujours la grande difficulté pour tout le monde. Et puis c'est votre mission aussi. Je pense que maintenant tous les éditeurs essayent d'avoir de l'originalité dans les jeux qui sortent. De l'originalité, c'est pas le bon mot, mais en tout cas une place dans les boutiques. Que ces jeux soient faciles faciles à présenter. Et c'est plutôt ça que l'originalité. C'est ça qui est très très dur, je trouve, nous. Je me suis rendu compte en le disant, originalité, tu te rends bien compte à force de présenter des jeux que non, tous les jeux ne sont pas originaux en ce moment. Non, et nous, c'est un constat qu'on se fait. Je trouve que quand on a créé Blam, donc il y a 10 ans, et jusqu'à il y a 4-5 ans, je dirais, il y avait une espèce de prime à l'originalité. On disait, même s'il y avait des défauts, on pouvait te pardonner des choses parce que tu étais nouveau, original, que ce soit sur du matériel, que ce soit sur des petites choses. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut être efficace, percutant, que ça va. Et ce qui est dur par rapport à ça, c'est quand tu es percutant, efficace, que les gens mettent un peu des pantoufles dans leur... quand ils jouent à ton jeu, c'est qu'il peut très vite passer à l'as parce qu'il ressemble beaucoup à d'autres. Donc c'est un peu plus tout ou rien. Et en même temps, l'originalité, tu sens que tout est très dur parce que il faut pouvoir avoir le temps de la pédagogie, que ce soit les joueurs, les boutiques, etc. Et ça, c'est très très dur. Et il n'y a plus grand monde qui a vraiment le temps de se poser sur un jeu. Oui, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que le marché s'est aussi resserré dans son mode de distribution d'une certaine manière. Là, vous avez de la chance, avec BlackRock, qui est un distributeur très compétent et qui arrive à avoir une force de lui-même. Les éditeurs qui sont chez BlackRock, généralement, suivent attentivement ce que conseillent leurs distributeurs parce qu'il y a une compétence en placement dans les boutiques, évidemment, mais il y a un petit côté entonnoir d'une certaine manière. C'est que la méthode des distributeurs, il n'y a pas que BlackRock, Asmodée, Néoludis, il y a plein de distributeurs qui ont une méthode de travail, elle devient une uniformisation et avec des éditeurs qui en sont complètement dépendants. Exactement, et c'est ça qui est très dur, c'est de trouver sa place, de trouver les bons prototypes, et puis on voit aussi que c'est des fois dur d'avoir les nouveaux jeux. Enfin, nous, on a fait le compte là depuis janvier, on va dire, ou décembre-janvier, quand on commence à avoir les propositions pour voir des auteurs pour Cannes, on a reçu plus de 300 propositions de jeux. On en a vu 80 des auteurs à Cannes, on a retenu 10 jeux et on a vraiment de la chance parce qu'il y en a un qui a vraiment plu à BlackRock, c'est un jeu de Johan et Céline Levet que vous connaissez. On connaît bien, oui, on l'a vu. Vous l'avez testé. Oh là là, on a vu 150 versions de ce jeu. Et on est super content parce qu'il y en a un qui a plu vraiment à BlackRock et qui nous plaît beaucoup, mais on aurait pu très bien avoir vu 300 projets depuis 3 mois, investir un temps incroyable dans le sourcing et finalement ne pas avoir de jeu pour assigner, quoi. Donc c'est très très compliqué de trouver les bons jeux, de trouver la bonne forme d'originalité où elle est. C'est une question qui n'a peut-être pas de réponse. La bonne forme d'originalité, c'est presque drôle. C'est ça. Une question qui n'a pas forcément de réponse, obligé d'avoir une réponse pertinente là-dessus, mais est-ce qu'il y a encore de la place pour développer un jeu hors distributeur? C'est-à-dire qu'il y a quelques éditeurs qui sont leurs propres distributeurs ou qui ont leur propre marché d'une certaine manière. C'est le cas par exemple de Offline Distribution, qui a fait quelques jeux de Bruno Catala notamment, ou Hopla qui se débrouille tout seul avec souvent ses propres réseaux indépendamment de la distribution J'étais boutique. avec eux la semaine dernière avec Hopla, on en a beaucoup discuté. C'est compliqué parce qu'en même temps, ce qui est intéressant avec Hopla, c'est qu'ils font un peu plus ce qu'ils veulent. Du coup, ils ont cette liberté. Ils ont la liberté, catalogue. Ils travaillent de la manière qu'ils ont envie, ils travaillent les jeux beaucoup plus longtemps, honnêtement, parce qu'ils ont le temps de relancer des jeux, leur catalogue va beaucoup moins vite que d'autres distributeurs. Mais c'est aussi beaucoup plus dur parce qu'ils doivent tout faire, la promotion. Et eux, il faut inventer la distribution, c'est ça. Exactement. Et c'est compliqué, mais en fait, tout a des avantages. Et je pense que ce qu'il faut, c'est pas chercher à tout faire. C'est-à-dire que faut utiliser la force de là où avec des personnes que tu travailles. Nous, on est distribué par BlackRock. Il faut qu'on aille dans ce circuit-là, qu'on discute beaucoup avec BlackRock, etc. Si c'est être distribué par BlackRock, mais d'être tout le temps en opposition ou à vouloir pousser des choses qui sont pas vraiment dans leur ADN, c'est un peu dommage puisque tu profites pas vraiment de la force et quitte à travailler d'autres choses à côté.
Alors, on vous a présenté 3 jeux très rapidement. Attention, sondage en direct. Lequel vous prenez? C'est un petit sondage qui n'a pas de valeur particulièrement, mais quel est le jeu que vous allez rajouter à votre ludothèque? Vous répondez maintenant sur le chat. Vous avez le choix entre Petit Pois, il sort là tout de suite le 16 mai, petit jeu pour l'été, petit jeu de cartes très simple avec 3 auteurs. Celestia Duo, vous réparez une incohérence. Avoir enfin un jeu de Bruno Catala pour un éditeur d'Annecy. Il était temps, hein. Là, franchement, on se demandait, mais comment c'est possible? 10 ans de blâme pour en arriver là, ça y est, il arrive. Et puis le dernier jeu qu'on vous a présenté ce matin, c'est Moonshine, sélection du Sablier d'Or, donc qui arrive déjà avec une validation de notre côté. Quel est le jeu que vous allez prendre? Je regarde sur le chat, on a du Celestia, Petit Pois et Celestia, Moonshine, Petit Pois, voilà, il y en a pour tout le monde, Moonshine. Les 3, bonne réponse de Folie en Centime. Petit Pois et Moonshine. On voit que c'est pas forcément le même public pour chaque jeu, c'est plutôt rassurant. Oui, de toute façon, c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est d'avoir des jeux différents qui sont pas tous en opposition les uns avec les autres. Parce que là, c'est 3 choses très différentes. Tout à fait. Puis c'est agréable aussi quand on travaille, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'un, on a des choses différentes à faire, on sait que les enjeux sont pas les mêmes, que on parle différemment aux personnes. Voilà. Là, il y a la dernière nouveauté. Je prends Moonshine, mais je récupère la version print and play. C'est très bien. Là, il y a la dernière nouveauté. Attention, la couverture, c'est la première fois qu'on la montre. Ouais, on a une exclue. Cartaventura Mexica. Alors, c'est pour cette année aussi, non? C'est pour novembre. Non, c'est pour novembre, c'est pour cette année. Alors, oh là là, c'est une pyramide, mais du Mexique. Exactement. Des endroits en particulier, c'est des temples? Oui, c'est le Templo Mayor de Tenochtitlan. Donc, c'est vrai, je me rappelle maintenant. Mais ce bluff. Et elle est incroyable cette couverture, on est hyper content, c'est vraiment... comme d'habitude, Guillaume Bernon et Claude, le directeur artistique, d'habitude c'est nul. C'est ça que t'as Non. D'habitude, on est déjà bluffé. Et là, on savait pas trop parce que l'enjeu est assez différent de ce scénario-là. On joue en fait le personnage qu'on voit qui est au centre. On joue la Malina, qui en fait est devenue la traductrice d'Hernán Cortés. Donc quand il est arrivé, mais c'est une Mexica. C'est pas une blanche européenne qui est arrivée là-bas. C'est vraiment une native qui a appris à parler plusieurs langues. Et donc on va être vraiment comme on le voit sur cette couverture. Et c'est en ça qu'on la trouve incroyable. C'est parce qu'elle met vraiment en avant ce pont qu'elle fait entre les 2 continents, les Espagnols qui arrivent avec Hernán Cortés et les Aztèques, les Mayas. Et donc c'est vraiment un scénario qui nous invite à la découverte de tous ces peuples. C'est un scénario qui est très compliqué historiquement parce que les choses ont été... On a dû beaucoup travailler avec les historiens, Thomas Dupont et Élise Rénouvin qui ont bossé sur le scénario. Ça a été je pense, celui où il y a eu le plus de travail avec les historiens parce que... Oui, c'est toujours les Cartaventura. D'ailleurs, je lis le commentaire de Cathy qui nous dit c'est ma collection de jeux préférée. Il y a tellement d'émotions dans les Cartaventura. C'est une gamme qui prend beaucoup de temps. Thomas Dupont, on l'a vu là sur Moonshine. Mais donc, un jeu mécanique, le fait de travailler sur des Cartaventura, ça doit lui prendre un certain c'est long. Alors, année. des fois, lui, il s'occupe souvent que du game design. Oui. Il y a le scénariste qui sont ensemble. Des fois, il n'y a pas forcément... En fait, il travaille différemment avec les scénaristes. Il y en a où il est vraiment là presque en tant qu'aide conseil. D'autres où il y prend vraiment le côté gameplay. Ce que je sais qu'il adore faire, c'est quand il est en binôme avec le scénariste, c'est qu'il prend... Qu'est-ce que tu as envie de raconter comme histoire? Il discute beaucoup avec le scénariste, puis lui il s'occupe de mettre ça en place dans les cartes, c'est dire bah voilà, cette petite péripétie que tu as prévue, tu as une carte et demie pour la raconter ici, et là tu as ça on va te dévoiler ça. Et du coup tout l'enjeu de ce scénario là c'est la relation qui est hyper particulière entre Hernán Cortés et la Malina, et l'apprentissage des langues. Et en fait c'est quelque chose pour nous qu'on voit très uniforme. Ah bah oui, les Mayas, les Aztèques, c'est un peu tous pareil. De toute façon, ils sont tous fait massacrer par Cortés. Voilà, pour nous, c'est un espèce de bougli, voilà. C'est très éloigné de notre civilisation aussi. Hein, et du coup, avec ça, on découvre en fait
que c'est très très compliqué, qu'il y a plein de factions, plein de choses, et que les choses sont beaucoup moins noir et blanc que ce qu'on pourrait le croire, et c'est vraiment ça l'enjeu. Ce qu'on connaît peu surtout, parce que nous, honnêtement, cette culture-là, on l'a un peu moins, on a moins eu l'occasion aussi de s'y intéresser, parce qu'on a une culture qui est très centrée sur notre continent. Et c'est pour ça que ça nous importait de ne pas avoir un personnage européen qui arrive en Amérique centrale, et d'avoir un personnage local pour vraiment être confronté à qu'est-ce que c'est quand on se fait envahir, attaquer, qu'est-ce que c'est notre peuple, etc. Et donc tu disais, Plume Noire, est-ce que le scénariste fait les recherches historiques ? Oui. Ah bah oui. Mais on a après, une fois que les scénarios sont écrits, on travaille avec des historiens. Du coup là c'est le premier scénario où on a travaillé avec 2 historiens différents pour faire relire, valider, vérifier. Et là il y a même eu toute une partie du scénario qui a dû être refaite suite à un retour du conseiller historique. Ouais. Il a dit non, ça marche pas comme ça. Ben voilà, il a dit écoutez, là ça pose vraiment problème. Stéphane Zia, là, rien à voir, c'est pas du tout le même endroit. Pour nous, je pense que personne vraiment l'aurait vu en fait, parce que même. C'est Nono le robot héros qui avait rien à faire là-dedans, moi je pense. Exactement, ça c'est sûr qu'on n'aurait pas dû. C'est d'où il sort lui. Mais ouais, donc on travaille, c'est très intéressant. Quel boulot, nous dit-on. Rachel nous conseille le roman Azteca. Oui, tout à fait. Ok, on va vous faire des conseils derrière, vous allez repartir avec beaucoup de conseils. Voilà pour les jeux qui sortiront chez Blam, que vous avez donc peut-être l'occasion de découvrir. On va vous parler maintenant du cartable ludique, c'est la deuxième actualité du moment. De quoi s'agit-il exactement ? Donc c'est un nouveau projet, là je vous montre le visuel, vous allez pouvoir découvrir davantage sur le site si vous y allez après la diffusion de cette émission. Nouveau projet avec... mais c'est qui ? C'est toi ? On a eu plein de questions depuis qu'on en a parlé à Cannes régulièrement. Il y a des gens qui nous demandent si ça avance ou ce qu'il en est du cartable ludique. Cartable ludique, c'est un projet qui est porté par le groupe Abeille, donc, dans lequel fait partie Blam, qui pilote un peu l'usine Made in France, qui fait de la fabrication pour des éditeurs, du jeu publicitaire, qui a une maison Abeille d'édition sur du jeu sérieux sur la santé. Donc on fait partie de ce petit groupe-là. Christian Molinari qui a fondé Abeille et qui est aussi dans la structure de Blam. Oui, exactement. Aujourd'hui, en fait, on est tous dans le groupe Abeille. Blam n'est plus qu'une marque, en fait. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de porter des projets indépendants et vraiment d'être un espèce de groupement indépendant de projets. Donc on a lancé ce projet-là qu'on pilote avec Quentin Winock de Ludotopia, qui fait aussi de la fabrication française et qui est hyper intéressé. Donc voilà, on a de la chance parce qu'on est vraiment entouré sur un projet qui est assez ambitieux. Et donc le cartable ludique, en quelques mots, c'est quoi ? C'est des abonnements de jeux de société inspirés d'abonnements qui fonctionnent de la même manière à l'école pour le livre. C'est sur faux transparent, je ne peux pas zoomer. Ah mince, je suis désolée. Ouais, c'est vrai que et du coup, c'est des jeux qu'on va recevoir à l'école. C'est les familles qui vont s'abonner, mais qu'on va recevoir à l'école. Et donc c'est des jeux où c'est une sélection de jeux pour les 5-8 ans, pour les 7-11 ans. C'est des jeux qui sont jeux existants. Comme l'école des loisirs. Exactement. Plus bas, on voit les collections en plus spécifiques. Exactement. Et l'intérêt, c'est vraiment d'avoir... c'est un partenariat un peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les écoles aussi peuvent avoir des jeux gratuitement pour leur ludothèque, et on sait que c'est compliqué aussi pour les écoles, les finances, en plus, etc. Donc, en fait, c'est les familles qui payent pour que leurs enfants soient abonnés. Et ils repartent à l'école avec. Et l'école a un jeu en plus. C'est ça, exactement, c'est ça. Et du coup, les familles ont 4 jeux par an qu'elles peuvent jouer. Et mais qui sont réédités, du coup, parce qu'on voit que c'est des éditions particulières. Voilà, c'est des jeux qui sont fabriqués, qui sont faits sur mesure, et c'est des jeux surtout qui sont sélectionnés par Peggy Getman, qui est notre ludologue, et qui sont faites pour suivre la progression, qui sont faites pour suivre les compétences des élèves. Et si il y en a certains qui vont reconnaître, on voit que dans chaque sélection il y a un peu un jeu de maths, il y a un peu un jeu de chiffres, il y a un peu un jeu de lettres, il y a un peu un jeu qui va être plus sur la méthodologie ou sur la concentration. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ça, et d'avoir du coup quelque chose de très intéressant, c'est que c'est avant chaque vacances que les enfants vont recevoir ce nouveau jeu-là, et avant chaque vacances, c'est le moment où on va pouvoir avoir le temps de jouer en famille, d'apprendre un nouveau jeu. Et on va aussi faire beaucoup de travail là-dessus, parce que notre ambition, c'est de toucher un public qui est moins adepte des jeux de société, qui en a entendu parler, mais qui n'est pas forcément habitué à ça. Donc ça va être même dans l'apprentissage, dans le livret qui est à l'intérieur
dans le livret qui est à l'intérieur de chaque jeu, un accompagnement. On va même passer par une petite phase narrative qui va juste faire manipuler en fait le jeu sans avoir besoin de règles, juste pour qu'on s'adapte et d'avoir quelque chose de très immédiat. On sait très bien qu'on a l'habitude, quand on a un nouveau jeu, on l'ouvre, l'enfant il est à côté, mais en fait le temps qu'on lise la règle, ça fonctionne pas. Donc l'idée c'est d'être dans quelque chose de plus immersif, de plus progressif. Et puis une fois que c'est terminé, c'est de faire prendre conscience en jeu, de faire prendre conscience aux enfants de ce qu'ils ont fait en jouant, et donc avec un petit travail, des petites énigmes, des petits jeux, leur dire voilà, regarde, t'as joué à ce jeu-là et regarde, ça t'a permis de faire ça. Ouais. Et du coup, qu'ils prennent conscience de tout ce qu'il fait et les choses. Et du coup, alors là, c'est pas encore lancé, c'est ça? Alors ça, ce sera lancé en septembre. Et là, aujourd'hui, Là, vous êtes en train de communiquer dessus. On voit qu'il y a 2 niveaux d'abonnement, 5-8 ans. Donc, il n'y a pas avant 5 ans pour l'instant. Ce sera peut-être plus... Ouais, ça risque on aimerait bien. Ça risque d'être compliqué parce que les jeux pour enfants, avant 5 ans, il faut du matériel vraiment très spécifique. Ouais. Là, on est sur un abonnement qui est vraiment peu cher. On a un abonnement à une quarantaine d'euros. À 40 € pour 4 jeux plus une affiche ludique. Ouais, c'est vrai que c'est pas cher. Et donc, tirage spécifique, 2 jeux qui existent. 2 abonnements, 5-8 ans, 7-11 ans. C'est ça. Et alors je regarde à l'intérieur, mais il n'y a pas de jeu blâme. Pour cette année, non, parce que ce qui nous intéressait aussi, c'était d'être assez fort et assez percutant sur ce côté. On n'est pas en train de mettre en avant un éditeur, on n'est pas en train de mettre en avant vraiment une marque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une sélection de jeux, que les écoles puissent s'y retrouver. Il y en a certaines avec les autres projets d'abonnement qu'elles fournissent au début de l'année, elles sont un peu mal à l'aise à dire c'est vraiment du commercial. Là, en fournissant une sélection entre guillemets en toute indépendance, parce que notre sélection est vraiment complètement c'est Peggy, on lui donne très peu de choses. Elle fait sa sélection de jeux et on voit, là, le but c'était de regrouper un maximum d'éditeurs et de distributeurs différents, donc la sélection a été assez compliquée. Ah bah oui, je vois bien, oui. Mais, oui, parce que là je regarde un petit peu, en termes d'éditeurs par exemple, on a du Cocktail Game avec Face the Book. Face the Book, pardon. Face the Book. Facebook. Effectivement, c'est du franglais sinon. Donc... c'est Asmodée. Tout à fait. Ensuite, je connais pas ça, c'est quoi? C'est Snack Attack. Le Gigamic, c'est un jeu de Carrie Kim, un petit jeu très sympa. Je connais pas du tout, c'est fou. Au Mon Château, évidemment, ça c'est Black Rock, donc Gigamic. Non, Blue Orange. C'est Blue Orange. Au Mon Château, bah oui, c'est au Mon Château. Je sais pas Blue pourquoi. Orange et Trigo. Oui. Non, c'est parce que je pense au jeu de Ketchup. Ah oui, ok. Oui. Château Combo. C'est un peu compliqué pour les 5-8 ans. Bah oui, complètement, mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'était Château Combo. Et puis le dernier, c'est Pile Poil. Et Pile Poil face à face, c'est Flip Flap. C'est Black Rock aussi. Exactement, ça c'est pour les 5-8 ans, donc un peu de tout, des chiffres, de la mémoire, de la représentation. Distributeurs différents. C'est ça. Et c'est pareil, pour la suite, il y a la même chose, puisqu'on a réussi à avoir... Donc Odin Helvétique, on a Atalia. Donc, Helvétique qui est distribué par Wilson. Oui. Poul, c'est Gigamic qui est distribué. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, je donne les noms des distributeurs, pas les noms des éditeurs. Et Cracklis, c'est Black Rock. C'est ça, et Atalia, donc c'est chouette. Et là, c'est pareil, tu vois, d'avoir un jeu de géographie dans les 7-11 ans, c'est assez intéressant. Et les éditeurs, du coup, comment ça fonctionne? C'est un contrat de licence. Ouais, mais ils vont gagner de l'argent ou pas spécialement? Alors oui, c'est un contrat de licence, c'est-à-dire que on reverse un peu en fait sur le modèle de BGA, en fonction du chiffre d'affaires du cartable ludique, on leur reversera un certain pourcentage de royalties qui correspondra qui vont se répartir. Donc, voilà. Après. C'est aussi un enjeu de distribution, de connaissances, de mettre les mains les jeux dans les mains de personnes qui ont un peu moins l'habitude. Donc c'est vraiment ça aussi l'intérêt, c'est d'être un multiplicateur, de faire connaître. Et c'est intéressant. Et puis ce qui a été vraiment génial, c'est que pour nous, c'était un peu le premier niveau. Est-ce que les gens, les éditeurs vont nous suivre sur ce projet-là? Et en fait, compliqué. La première année, elle va être un petit peu plus compliquée parce que forcément les abonnements se font en septembre, donc au moment de la rentrée, et c'est là parfois malheureusement que c'est difficile d'anticiper les choses, mais c'est le moment où les enseignants commencent peut-être à s'intéresser. Ils ont plus de mal à s'y intéresser avant la période. C'est pour ça qu'en fait notre phase aujourd'hui, c'est les inscriptions des écoles. Ouais. Et donc là, depuis Cannes, qu'on avait vraiment lancé ça, et jusque là, fin juin, on va dire, ou un peu plus mi-juillet, on va dire, une fois que le flip sera passé, on fait les écoles doivent s'inscrire. Les écoles, elles s'inscrivent très simplement, ça prend 3 minutes, le lien est sur le site, tu remplis juste ton code et tu dis je veux faire ça l'année prochaine. En juin-juillet, on demandera les effectifs et on enverra le flyer de présentation qui vont distribuer avant l'été, forcément, parce qu'il y a un tirage de jeu quand même derrière. Donc alors le tirage de jeu, ce sera après. C'est-à-dire que le tirage de jeu, c'est vraiment après. Là, d'abord, on fait un flyer qu'on envoie aux écoles. Quand
le premier jeu, c'est la petite affiche ludique qui va arriver juste avant les vacances de la Toussaint. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est une affiche ludique, parce qu'en fait entre septembre et octobre, il faut que ça aille très très vite. Et après ce sera avant les vacances de Noël, avant les vacances de Vous avez un petit peu de temps de tirage. Exactement. Et c'est tiré localement ? Alors cette première année, ça va être imprimé en Europe. Ouais. Oui, donc vous avez quand même des délais qui sont pas trop longs, vous avez le temps de lancer. Non, bien sûr. Et puis après, l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de faire ça en France avec l'usine française, mais voilà, on peut pas tout faire sur une première année. Donc voilà, et donc là, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'avoir 1500 écoles qui soient inscrites. La faute d'orthographe n'est pas autorisée sur ce sujet. Qui ont 1500 écoles inscrites pour fin juin, on va dire. On en a déjà plus de 500. Et puis on a un soutien incroyable de tous ceux du jury d'Educaflip, etc. Et oui, on peut nous contacter pour avoir des flyers. On a fait des flyers qui sont prêts à être imprimés. Faut nous suivre sur les réseaux sociaux. On va bientôt partager ça. Et justement, le flyer est arrivé la semaine dernière. Donc on va le mettre à jour très très vite sur notre site. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et sur le nôtre, on a mis aussi tout ça. Donc vous avez, le flyer est prêt aussi sur le site. Sur le site Un Monde de Jeux, vous pouvez retrouver le flyer, vous pouvez le copier, l'enregistrer, et puis le donner à votre école ou à l'école de vos enfants si vous pensez que ça peut les intéresser. En fait, tu as besoin d'ambassadeurs. En fait, exactement. On a besoin d'ambassadeurs, de gens qui font connaître le projet aux directeurs et aux professeurs des écoles, et qui soient motivés pour juste le connaître, parce qu'une fois qu'ils connaissent, globalement, le projet plaît beaucoup aux écoles. Elles connaissent très très bien le système. C'est un système qui fonctionne avec des abonnements en livres. Par exemple, nous, à l'école, on faisait pour l'école des loisirs, le principe était vraiment identique. C'est-à-dire que tu payes à peu près la même somme, une 40aine d'euros, et ton enfant reçoit plusieurs livres, un livre par mois, mais à partir d'un certain temps aussi. C'est-à-dire, il n'y a rien en tout début d'année, ça doit commencer en décembre, et après, tous les mois, il reçoit un livre qu'on met dans le cartable et qu'on lit en classe. Il y a un abonnement également pour l'école. Et ça marche super bien, et ça permet à des enfants qui n'ont pas accès aux livres de profiter de ça, en fait. Et puis nous, comme dans l'école des loisirs, il y aura aussi du contenu pédagogique qui sera fait pour l'école, c'est-à-dire qu'on va fournir des petites séquences, des petites choses, pas forcément pour jouer au jeu en classe, mais plutôt pour utiliser le jeu comme un vecteur, faire connaître. C'est une source de matériel qu'on a. On a pas mal travaillé avec Peggy sur Odin. Avec Odin, on va pouvoir faire trier les cartes, trier les valeurs. Pourquoi... mais il y a des choses à faire derrière, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'accompagnement. Voilà pour ce projet. Donc si vous avez des écoles, effectivement, si vous avez des enfants aussi, ça peut être quelque chose qu'on peut... Alors jusque quand les écoles peuvent s'inscrire ? Alors les écoles vont pouvoir s'inscrire jusqu'à, on va dire, mi-juillet. Mi-juillet, c'est-à-dire qu'à septembre, c'est trop tard. C'est ça le problème, en fait. De cette première année, c'est que souvent, les enseignants se réveillent un petit peu après la rentrée. Ce qu'il faut, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on est là pour qu'elles reçoivent les flyers en août, pour qu'elles les distribuent aux parents en septembre. Donc c'est pour ça que là, on est vraiment à fond dans le faire connaître aux écoles pour qu'elles s'inscrivent. On fait du mailing, on passe par les influenceurs ludopédagogiques, on a les réseaux canopés, on a plein de choses, mais on a besoin de tout le monde, et on voit aujourd'hui que ce qu'on a besoin, c'est de personnes motivées qui vont voir leur école. La difficulté pour les enseignants aussi, mais c'est ça que la première année, forcément elle sera un petit peu expérimentale, c'est que les enseignants, eux, veulent bien. C'est pas la question, c'est qu'après il faut le vendre aux parents aussi derrière, et ça, le nombre de parents qui seront intéressés, vous ne saurez pas avant septembre. Ça c'est sûr, de toute façon, mais on fait étape par étape. D'abord c'est le nombre d'écoles, on espère qu'avec ce nombre d'écoles-là, nos estimations sont bonnes, qu'on aura suffisamment d'abonnements, etc. Donc voilà, mais on est hyper contents parce que déjà on valide toutes les étapes un peu, on va pas dire haut la main, mais comme on avait prévu, on voulait avoir d'ici fin avril plus de 500 écoles. On a réussi à le faire autour du 20 avril, donc on est content, on y arrive. Maintenant il faut continuer. Voilà, 1000 écoles en 2 mois, c'est quand même dur, donc on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Voilà, faut nous suivre sur les réseaux sociaux, faut parler sur les WhatsApp de parents d'élèves, sur les WhatsApp de groupes et de choses comme ça pour juste faire connaître. Les WhatsApp des nounous.
Voilà. Les réseaux des nounous, le réseau secret des écoles. C'est très très simple. Et vraiment, l'inscription, une fois qu'on en a parlé en conseil d'école ou quelque chose comme ça, qu'on est d'accord pour le faire, l'inscription, elle prend 20 secondes. On a juste à mettre le numéro UAI et l'adresse de l'école et c'est parti, quoi. C'est pas très complexe. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de très très simple pour les écoles, parce qu'on sait que c'est le temps qui manque. Hein, donc, la question, c'est souvent est-ce que les enseignants ont envie de travailler sur ça, parce que je pense que les écoles sont d'accord de base, mais il faut que les enseignants aient cette appétence aussi aux jeux de société, ce qui est souvent le cas. Hein. Oui, et puis là, moi je discute. C'est dans les programmes, de toute façon. Oui, c'est maintenant, ça vient d'arriver vraiment dans les programmes, et puis on en discute pas mal avec Canopé, avec qui donc c'est le réseau de formation de l'éducation nationale. Ça fait partie des formations qui marchent le mieux, la ludopédagogie. Moi, je vais intervenir là-bas pour Carte Aventura. Donc voilà. Ouais, écoute, tu as des relais sur le chat. Hein. Déjà, il y a Florence qui a l'air à fond, qui connaît déjà les jeux, qui les a déjà vus en classe et qui est motivée, qui connaît déjà certains de ces jeux. Voilà. On vous a représenté le cartable ludique. On continuera à suivre. Il y a un modèle économique pour vous sur ce projet-là parce que je ne vois pas. Là, ça ne me saute pas aux yeux la marge. En fait, ce qu'il faut, c'est le potentiel. C'est-à-dire que non, si on a 1500 écoles, on espère avoir 10 000 abonnés, on va dire. En gros, ce qu'on dit, c'est un abonnement, 2 abonnements par classe. Ouais. Donc, tant qu'on n'aura que 1500, 2000 écoles, on est juste, voire on perd un peu d'argent, mais le but, le potentiel, c'est qu'une fois qu'on rentre, ça va être dès qu'on va réussir à avoir plein d'écoles, on aura de plus en plus de réseaux. Mais c'est un projet qui est passionnant. Nous, c'est un projet qu'on adore, qui lie la pédagogie, le ludique, l'écologie, ça nous permet de discuter de plein de sujets avec tout le monde sur l'impact. C'est hyper passionnant et ça fait du bien aussi de changer un peu de. Bah oui, mais c'est bien de lancer des projets. De toute façon, c'est comme ça qu'on peut avoir des bonnes surprises. C'est chouette pour les enfants. Enfin, c'est pas. Faut se mettre à leur place aussi, quoi. Ça, c'est génial, ce genre de projet. Moi, évidemment, nous, on est convaincus. Et donc, non, pas encore pour le secondaire. On va déjà faire les écoles. Et puis, ce qui est compliqué pour le secondaire, c'est qu'on a moins une classe où on s'adresse et ça se fait moins. Donc, plus dur, mais voilà, on va d'abord se focaliser sur la primaire et vraiment que la primaire. Puis, c'est là qu'il y a le plus grand pack de jeux aussi. Ah là, ça c'était notre matinale normale. Mais on est lundi, on a envie de parler aussi d'un petit peu de culture. Bien, on va faire surtout BD, je pense. On va passer assez rapidement sur le reste, on le gardera pour plus tard. T'as vu, la semaine dernière, mon temps d'écran moyen était, devinez de combien sur mon téléphone? J'en sais rien. Soit ça en début de semaine, vous avez consacré. Par jour. Pas grand-chose, toi. Moins d'1 heure. 5 minutes. Je passe 5 minutes par jour sur mon téléphone. C'est bien. Et ne cherchez pas à téléphoner à Martin. Les gens me disputent un peu en disant mais t'as pas répondu à tes messages, t'as pas vu tes. Moi, régulièrement, j'ai un SMS de la maman de Martin qui dit dis à Martin de lire ses messages. Oui, non, mais voilà. Pardon. C'est une honte. Alors, c'est le moment de notre agenda culturel. Il y a plein de choses dont on a envie de parler, évidemment, mais on va être rapide sur tout ce qui est séries, films, etc. Même jeux de société, on gardera ça pour plus tard, mais vous avez donc sur le site la possibilité de voir les jeux qui sortent cette semaine. C'est cette semaine, Toy Battle ? Waouh, déjà Crafting Cosmos, je ne connais pas encore, mais on a le jeu, donc on aura l'occasion d'y jouer. Ça me tente bien au niveau du matériel, celui-ci, on en a parlé. Je crois pas que 50 et Blackjack ce soit cette semaine-ci. Peut-être que c'est des jeux qui avaient été... J'ai pas la date en fait. Voilà, c'est ça. J'ai pas la date et je ne les ai pas changés. Ouais, repoussé. Flatiron, j'en ai beaucoup entendu parler. Je suis très curieux de le découvrir. Je crois que c'est sorti la semaine. C'est déjà sorti. Tu crois que c'est déjà sorti? Ouais. C'est pas très. J'ai bien préparé cette matinale série, film, BD. J'ai moins regardé les jeux, je t'avoue. J'ai regardé, mais. Voilà. Et moi, j'ai surtout vu en fait, très peu de sorties de manière générale dans tous les domaines culturels cette semaine, puisque c'est un pont. Donc, les sorties, c'est souvent 15 jours, Flatiron, elle nous dit. Lutin ludique. Dans 15 jours, ouais. Bon. En vrai, cette semaine, il n'y aura pas grand-chose. Chez BlackRock, par exemple, il y a juste mon puzzle aventure Phobos qui est censé sortir cette semaine. Et puis le reste, voilà, vous découvrirez. Sur les plateformes, on va passer très rapidement sur les plateformes. C'est pareil, il y a j'ai trouvé peu de choses, mais j'ai pris ce qui... Alors c'est une sélection, j'ai pris ce qui m'intéressait le plus. Je me suis dit que la matinale serait longue et de toute façon, mais quand même, le 24 avril, sur Prime Video, sort une série
avec Charlotte Gainsbourg qui s'appelle Étoile sur tiens, si tu veux bien ouvrir le volet déroulant, qui raconte l'échange de deux compagnies, l'échange que vont faire deux compagnies de ballet et de leur tête d'affiche. Et sur les luttes qu'il peut y avoir aussi, les dissensions qu'il peut y avoir à l'intérieur du corps de ballet. Ça, écoute, sur le pitch, j'étais pas plus motivée que ça, mais la bande-annonce a achevé de me motiver. Je crois que j'y jetterai un œil. Oui, le pitch m'a pas motivé plus que ça. Voilà. Vous avez pas vu Opéra comme série? Non. Ça se passe à l'Opéra de Paris, assez incroyable. Non, mais là, vraiment, j'ai été assez emballée par la bande-annonce. C'est au moins de la curiosité. Je pense que je vais regarder le début. Mais je t'avoue que c'est aussi pour ça qu'on fait cette rubrique-là. C'est que moi, j'avais plein de trucs à côté desquels je passais. J'avais pas forcément de raison de m'y mettre. Et là, ça me pousse à découvrir des choses que j'aurais pas vues autrement. Astérix et Obélix, le combat des chefs, donc ça c'est la nouvelle série mais signée Alain Chabat, donc on est forcément on a tous envie. Curieux de la découvrir aussi, donc ça va venir cette semaine, donc je suis vraiment curieux. Je suis vraiment curieuse et la bande-annonce est géniale. Carême, un film sur Apple+, c'est toi qui l'as noté celui-là, Aline? Oui, parce que c'est une série qui est réalisée par Martin Bourboulon qui avait fait Les Trois Mousquetaires et ça m'a intriguée. C'est une série, c'est un... je crois que c'est pas une série, c'est un film, non? J'ai un doute sur ça. C'est un film, oui. Film ou série, film. T'as marqué film. C'est un film sur Apple+, donc, et il y a une base historique là-dessus, sur le rapport entre ce personnage qui était cuisinier et aussi espion, et en lien avec Talleyrand. Et ouais, je suis curieuse. De voir ça. Voilà. Et puis, moins convaincue, mais c'est adapté... Les saisons. C'est adapté d'un film qui s'appelait également Les Saisons, qui est un film de 1981, dont j'ai un vague souvenir. D'accord, moi j'ai aucun souvenir de ça. Et donc là, c'est avec Steve Carell, et ça reprend exactement la même histoire de plusieurs couples d'amis passent leurs vacances ensemble à différentes saisons. Ça a un côté les petits mouchoirs. Tu vois, si je peux résumer ça comme ça. Et donc, il va y avoir des relations entre ces couples, mais surtout un des couples qui va moins bien que les autres, et on les retrouve à plusieurs endroits, plusieurs vacances différentes. Et de la curiosité, mais pas une hype folle. Est-ce que dans le chat, vous aviez vu les 4 saisons, le film? Est-ce que vous en avez... J'ai l'impression que je me rappelle mes parents le regarder, ce film. D'accord. Non, moi ça me dit rien du tout. Mais... Voilà, ce qu'on a regardé assez rapidement, donc on va passer rapidement sur LOL saison 5. Qui est... moi, je regarde parce que ma fille a envie de regarder. Mais moi pareil. Vraiment, je préférais faire autre chose. Moi, le meilleur bonheur que j'ai à regarder LOL, c'est de me dire autour de moi, sur le canapé, il y a toute ma famille. Ouais. C'est déjà pas mal. J'aime bien ce moment. Mais moi, soir, pour qu'on me fasse rire, et juste pour ça, j'ai un... C'est pas mon truc. Tu l'as pas mis, moi j'ai regardé un peu Ted Lasso parce qu'on m'a souvent dit regarde ça. Il faut. Ouais. Notamment Bruno Catala. Ouais, plein de gens m'ont dit regarde ça, c'est formidable et tout ça. Donc c'est moins extraordinaire que ce qu'on m'en a dit. C'est-à-dire que bon, j'en suis à la fin de la saison 2. Ouais, attends. Mais attends, mais attends, quand on te dit à la saison 2, attends, ça va être mieux après. Non, moi, parce que c'est déjà parti, quoi. C'est déjà bien. Non, mais après c'est rigolo. Mais... C'est effectivement. Alors je trouve que c'est entre The Office et How I Met Your Mother, ce genre de série, sauf que c'est très feel good, alors que The Office c'est pas du tout feel good, et c'est plutôt rigolo, ouais. C'est assez agréable à regarder. Je comprends pourquoi ça plaît aux gens. C'est pas celle qui m'aura le plus marqué cette année. Vrais voisins, faux amis, c'est toi qui as regardé, moi j'ai pas regardé. J'ai regardé, ma mère a regardé aussi, et franchement c'est sympa. Je peux pas dire que j'en attendais beaucoup, j'en reçois pas beaucoup non plus, mais tu passes un très bon moment, c'est super divertissant. Et c'est bien écrit. Ouais. C'est une série qui t'es content sur ton canapé, ça te raconte un truc qui est assez frais, plutôt fun, et c'est l'histoire en fait d'un homme qui perd son travail, qui était dans un quartier très riche et chic de sa ville, et qui se retrouve sans un sou, avec des problématiques d'enfants en garde alternée, d'une ex-femme, d'une nouvelle petite copine un peu envahissante, et d'une sœur dont il s'occupe qui a des problèmes psychologiques. Et le gars est assez attachant. Et il va finalement se décider à cambrioler ses voisins pour maintenir son style de vie. Il y a un effet un peu... j'en sais rien, j'ai l'impression de voir des trucs du type Desperate Housewives à certains moments. C'est vraiment sympa.
Après, il faut pas en attendre non plus. C'est pas la série de l'année non plus. Hein. J'ai regardé aussi Black Mirror, je sais pas si on en avait parlé la semaine dernière, mais non, on n'a pas fait cette rubrique la semaine dernière. Black Mirror, j'ai bien aimé l'épisode 3. Pour l'instant, j'ai vu les 3 premiers épisodes. Okay, ça vaut le troisième, il est vraiment chouette. Et les 2 premiers c'est toujours, moi, je suis toujours content de regarder cette série. Non, mais si t'es content de regarder Black Mirror, t'es content, quoi. Ouais. Mais c'est après, les 2 premiers m'ont pas marqué plus que ça, mais j'ai été content de les voir. Il y a toujours des épisodes de Black Mirror qui nous restent dans la tête, quand même. Hein, je trouve c'est assez fort. Hein. 1923, la série la plus what the fuck de l'histoire. C'est vrai. C'est n'importe quoi cette série-là. Alors c'est étonnant à quel point le scénario, je vous invite à aller regarder les forums qui en discutent et qui se moquent complètement parce que tellement c'est n'importe quoi. C'est vrai, et moi j'en ai vraiment conscience tout en adorant. Et en même temps c'est rigolo à regarder parce que c'est très bien filmé, les images sont extraordinaires. Les et images du coup, sont folles. Avec n'importe quoi comme scénario, on peut faire une série agréable à regarder. Et attends, il y a quand même différentes choses à dire. Les images sont dingos. Franchement, je crois que c'est du grand spectacle. L'image, c'est la meilleure image de série depuis longtemps. Ouais, c'est scénarisé par un enfant de 4 ans quand même. Moi j'ai l'impression que c'est scénarisé par un collégien, une collégienne une collégienne plutôt. Enfin non, c'est ridicule ce que je dis, mais bon. Il faut pas chercher la cohérence. Il faut pas chercher la cohérence. Et là, le héros arrive, il bute tout le monde et aucun problème. Le jeu d'acteur d'Hélène Mirren, de Harrison Ford est fou. Et je sais pas, j'ai l'impression que ces épisodes, je les oublierai jamais. Il reste un truc c'est un peu feuilletonnant, ça me fait penser à ces livres d'Alexandre Dumas dans lesquels tu as toujours un rebondissement, tu te dis c'est pas possible, il va pas faire ça, et bien si, il se passe ça, tu t'attends, tu dis ils vont pas aller jusqu'à cette extrémité, bien sûr que si, ils vont même plus loin, il y a toujours un truc, mais par contre t'es embarqué. La scène de fin de Titanic dans laquelle les gens ont rigolé pendant des dizaines d'années sur le côté, mais il y avait de la place sur la table, sur la porte, pourquoi il n'est pas monté sur la porte, Leonardo DiCaprio, t'as ça 100 000 fois dans tous les épisodes, à chaque fois tu te dis mais pourquoi ils font ça. Bon, vous avez compris que Martin il est critique, mais par contre sachez je suis pas critique, Martin, ça va bien faire rigoler. Il y a quand même un truc qui est dingo, c'est que Martin, quand on regarde la télé, il est à son bureau et vaguement il jette un œil. Et moi je suis sur le canapé. Pour 1923, il vient s'asseoir sur le canapé. Quand même. Donc ça marche. Donc ça le parce que c'est du divertissement, faut voir ça comme un truc à grand spectacle. Voilà, c'est vraiment du grand spectacle, donc tu as envie de regarder naturellement. Mais qu'est-ce que c'est que ce scénario? C'est n'importe quoi. Tu irais revoir sur les forums, j'ai regardé un petit peu. Je suis déjà allé voir plein de fois. Les gens qui rigolent, c'est très rigolo du coup, parce qu'ils font la liste de tout ce qui va pas, ce qui n'a pas de sens, en disant mais pourquoi? Mais pourtant ils regardent tous. Pourquoi ils ont fait ça? Mais non, mais tu as même des trucs, le scénariste, sur l'âge du bébé par exemple, pourquoi ils ont fait ça et pourquoi ils lui ont pas rajouté un mois pour que ce soit un petit peu plus réaliste, parce qu'il y a aussi ce truc je vous en dis pas plus parce que je veux pas spoiler, mais bon. Le truc on fait n'importe quoi, c'est plus c'est pour revalider Armageddon, le film, pour montrer que c'était possible. On touche pas à Armageddon, Martin. Écoute, voilà, je vous ai fait plein de phrases où c'est contextualisé. Et sachez qu'il regardait quand même. Non, mais c'est rigolo. Non, mais voilà, il faut le prendre comme comme du grand spectacle, trop lyrique, too much la plupart du temps, mais inoubliable. Moi, je le qualifie comme ça. Voilà pour les séries. La meilleure description de 1923 ever. On a déjà parlé 12 fois en fait de 1923, là c'est juste on l'a terminé. Et puis avec tellement de retard. Ouais. Les bandes dessinées, donc... Non, cinéma. Non, c'est cinéma. Ça. Cinéma, pardon, oui, il y a du cinéma. Tu voulais dire quelque chose sur les cinémas? Alors, on a fait... Enfin, je peux vous montrer rapidement, mais quand on se dit qu'il y a énormément de sorties dans les jeux de société, il faut bien voir que ça n'en finit pas. Je n'en finissais pas de rentrer les sorties ciné. D'habitude, c'est moi qui fais cette rubrique et je sélectionne beaucoup. Et là, tu m'as dit, mais je suis toujours en train de rentrer. Mais j'en mets 9 en général. Parfois 12 quand il y en a. Là, j'ai sélectionné, j'en ai enlevé. Ah ouais, il y en a tant que ça. Alors, il y en avait vraiment énormément. Il y en a pas mal qui donnent envie. Mais là, ils sortent le mercredi. Donc, tu vois, la semaine du 1er mai, quand le 1er mai a lieu un jeudi, pour la fin de semaine, tout ce qui sortait en fin de semaine, c'est compliqué. Donc, on va plutôt attendre pour les boutiques, notamment la semaine suivante, pour pas que les boutiques passent à l'as. Alors que pour le cinéma, ça sort le mercredi et les gens vont pouvoir aller au cinéma pendant ce week-end prolongé. Donc là, c'est peut-être une bonne semaine, au contraire. Alors, les films qui m'ont tapé dans l'œil à la lecture du pitch et après avoir regardé la bande-annonce, c'est Les Linceuls.
alors que je suis vraiment pas fan de Vincent Cassel, mais pour le coup, je trouve qu'il y a même une ressemblance physique de plus en plus forte entre Vincent Cassel et Jean-Pierre Cassel. Bon, ça c'est logique, et entre Vincent Cassel et David Cronenberg. C'est-à-dire que tu regardes le film et tu te dis c'est incroyable comme finalement il ressemble à son réalisateur. Physiquement, tu as l'impression qu'il l'incarne. Et le pitch est assez impitchable, je crois. C'est l'histoire d'un gars qui a perdu l'amour de sa vie. Et il crée une application qui te permet de communiquer, enfin de percevoir ce qui se passe dans le cercueil de la personne que tu enterres. Ah, c'est chouette. C'est un truc dans un futur proche, j'ai l'impression. Mirror, et il y a une réflexion là-dessus, et tu sais pas trop où va aller le scénario, mais tu as l'impression qu'il faut absolument que tu aies vu le film. Ça m'a vraiment donné très très envie. Tu ne mentiras point avec... comment s'appelle cet acteur ? Cillian Murphy. Merci, avec Cillian Murphy. M'a donné très envie aussi. C'est une histoire sociale basée sur des faits réels qui se sont passés en Irlande sur des couvents qui abritent des jeunes filles qu'on soustrait à la société parce qu'elles sont enceintes alors qu'elles ne sont pas mariées, etc. Et c'est un père de famille qui va se battre contre ça, qui va ouvrir les yeux sur cette réalité-là. Un peu le même principe que The Magdalene Sisters. Ça a l'air très très bien joué, ça a l'air très très bien filmé. L'histoire est intéressante, ça m'a... Je me suis dit oui, je regarderai ce film. Alors peut-être que c'est le genre de film que je ne vais pas voir au cinéma, que j'attends de voir sur la télévision, à la télévision, mais en tout cas ça donnait envie. Et puis pour avoir vu plusieurs interviews aussi, j'ai très envie d'aller ou de voir Les règles de l'art. D'accord. Qui est le film sur un casse qui a eu lieu dans un musée d'art moderne, et sur le fait que ces tableaux qui ont été volés, on va essayer de les refourguer. C'est avec Melville Poupeau, et on aime bien Melville Poupeau qui jouait dans OVNI par exemple. Ah oui, j'ai adoré OVNI. Dans les séries qui nous ont marqués. Voilà, c'est un peu les trois films qui me... Il y en a un paquet, hein. Bon, il y en a un paquet, mais alors... Le Joli Mois de Mai, c'est un film qui ressort sur les écrans, mais qui a été tourné en fait dans les années 60. Et qui... Oui, moi je mets pas ça d'habitude. Qui est assez intéressant. C'est des images d'archives, c'est des images tournées dans les années 60, en 63 je crois, après la guerre d'Algérie, à la fin de la guerre d'Algérie, alors que jamais un mois de mai en France depuis la guerre n'a été un mois calme. Et là, pour la première fois, après ces événements-là, il n'y a pas un contexte politique en France qui est oppressant. Et donc ça montre ça, et ça des interviews des gens dans la rue, et c'est raconté par Yves Montand. Et quand tu vois la bande-annonce, la voix d'Yves Montand sur les images, c'est quand même assez chouette. Ah bah oui. Donc je vous ai mis les bandes-annonces, elles sont compilées, vous pouvez en profiter pour aller voir votre sélection à vous. Sur le site, la page, elle sera en ligne en page d'accueil de notre site au moment où on mettra le replay, mais elle est déjà accessible si vous tapez la date du jour dans notre outil de recherche sur le site. Vous tapez... t'as mis 27 en fait, Aline, j'ai l'impression. Ah oui, 27 avril, on est le 28. J'ai peut-être pas corrigé. Bon, vous tapez le 27 avril, là, si vous voulez voir directement la page pour pouvoir voir ce dont on vous a parlé. Peut-être que j'ai fait ça le 27 avril. Oui, peut-être, c'est possible. Voilà pour le contenu de... Enfin, il y a énormément de choses en cinéma, évidemment, mais dans les petits cinémas de campagne, vous ne trouverez pas tous ces films-là. Naturellement, ils vont en avoir quelques-uns seulement de toutes ces sorties. Ah, je pense 3-4, hein. Il y a des places qui sont limitées. Les linceuils, comme le casse, vous allez les trouver. Les films avec Cillian Murphy aussi, c'est des films qui sont distribués massivement, ces trois-là. Oui, il y en a quelques-uns. Le Joli Mois de Mai, je suis pas sûre. Il y en a 3 ou 4 en général qui sont un peu partout, et puis les autres, non, ça sera à Paris, j'imagine. Ouais. C'est pour ça que tu vois plein de sorties, mais c'est pas des sorties nationales, contrairement aux jeux de société. Pas avec la même fréquence. Dans le jeu de société, il peut y avoir les 7, 8, 10 sorties de la semaine qui sont disponibles vraiment dans les boutiques, alors que dans le cinéma, non, c'est pas tout à fait pareil. Et je me rends compte que moi, je ne vous parle pas du Marvel qui sort, mais qui probablement est le film peut-être le plus attendu, Thunderbolts, de la semaine par les gens, mais qui, moi, perso, on a un tout petit peu de retard sur Marvel. Mais peut-être que vous, dans le chat, c'est celui vous dites, mais elle n'en parle pas, c'est celui que j'attends le plus. Là, ça, c'est mon téléphone qui râle, mais tu parles pas du Marvel. Ensuite, on continue avec les sorties BD de la semaine dernière. Alors, très peu de sorties BD aussi cette semaine, parce que c'est le pont, et donc c'est les boutiques qui vendent des bandes dessinées. J'en ai mis 6. Ouais. J'ai envie des 6.
Ah mince, tu nous embêtes là, Aline. Alors, j'en ai rajouté 3 pour te faire plaisir. Ah bon, d'accord. Les sorties BD, donc on va faire dans le sens inverse, puisque ces 3-là sont déjà sortis. Il y a Abîme, Deux femmes, La force de vivre. C'est des sorties de la semaine dernière, si je ne me trompe pas, dans la mémoire. Donc, on a 2 bandes dessinées témoignages. C'est le cas de Abîme, qui est un premier album de Lucie Corbeil, c'est publié par Delcourt, et on est sur un travail qui est un premier album, tu sais, c'est souvent on a des auteurs qui vont travailler sur le graphisme tout particulièrement, et la couverture est jolie, hein. Ouais, c'est incroyable. Très jolie couverture. Moi, je serais curieux, alors je ne vais pas l'acheter forcément, je ne vais pas me ruer dans les boutiques, mais je serais curieux de voir un petit peu ce travail qu'a fait. On voit le petit côté travail graphique qu'on a aussi à l'école quand on commence à explorer un nouveau médium. Après, l'histoire en elle-même, c'est une histoire personnelle, familiale. Là, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, il faut l'avoir lu pour pouvoir en parler, et je ne l'ai pas lu, mais les premières pages, je vous les montre. C'est assez fort. Hein. Ouais, les pages sont fortes. J'ai moins envie, je l'ai déjà dit, de témoignages, de bande dessinée de témoignages en ce moment, donc c'est pas celles vers lesquelles je vais, on a tellement de choix, mais celle-ci, elle méritait quand même d'être mise en avant. Voilà, pour ce premier album. Évidemment, c'est toujours la même chose, on les aurait lus, on aurait eu l'occasion de pouvoir vous donner un compte-rendu de lecture à l'issue de l'album, on ne dirait peut-être pas forcément la même chose, là on se limite naturellement à une impression. Où était ma page, elle est là. Hop. Ensuite, le deuxième album témoignage, c'est la force de vivre de Laurent Astier. Donc cette-ci, c'est sur une amitié. Donc il nous raconte, l'auteur, une amitié très forte qu'il a eue avec Cyril. Donc, et cette amitié-là, il a mis un certain temps, parce que c'est un auteur qui a déjà signé plusieurs bandes dessinées. C'est publié par Rue de Sèvres. Un certain temps à se décider à la raconter. C'est ce que nous dit les premières pages de cet album-ci. Il est temps de raconter cette amitié, de revenir sur ce personnage qui a disparu et revenir sur son histoire. Donc on est sur un témoignage personnel, et le récit, la bande dessinée, elle permet ça souvent. C'est une façon de raconter les choses. Par le roman, ça existe bien entendu. Par la bande dessinée, c'est possible également, parce qu'on rajoute l'émotion de l'image et de l'interprétation à travers ses propres images qu'on crée et dans lesquelles on va raconter aussi ce qu'on a vécu en les mettant en scène. Et souvent, cette mise en scène, elle témoigne beaucoup plus directement de sensations réelles que l'on a vécues que l'usage de mots qui sont naturellement beaucoup plus bavards que le dessin, qui peut permettre de véhiculer simplement une impression. C'est pour ça qu'il y a tellement de BD témoignages. C'est pour ça qu'il y en a tant dans la production actuelle. Et la dernière que j'ai noté des bandes dessinées qui sont déjà parues, c'est Deux femmes. On est sur Anne Bonny et Mary Read, donc le dessin extraordinaire de Deux femmes pirates. Celle-là, tu l'avais pas repérée, Aline? Non. Parce que je me suis dit, les femmes pirates, c'est complètement toi. Donc celle-ci est publiée chez Glénat. Alors je ne l'ai pas lu non plus, mais ce sont des auteurs que Arnaud Le Goueflec et Laurent Richard, qu'on a déjà eu l'occasion de lire. C'est l'auteur de Villebrequin, je ne sais pas si tu te rappelles de cette bande dessinée qui avait été illustrée par Aubion il y a pas mal d'années maintenant. Bah non. Chez Casterman, ok. On l'a dans nos rayons. Et donc, bon, je ne l'ai pas lu non plus, mais le thème me plaît plutôt bien. Je serais curieux de la découvrir. C'est peut-être très bien, mais voilà. Je vous présente juste, je vous signale sa sortie de Femmes. Le style graphique me plaît beaucoup aussi. Alors là, vous voyez en tout petit, hein, désolé, mais vous voyez en petit. C'est le problème. Les outils pour visionner les planches, c'est pas toujours pratique en réalité. Il faudrait pouvoir regarder sur tablette. Tu veux dire qu'acheter la BD, c'est mieux? Tu m'as dit, toi, tu passes souvent en librairie pour pouvoir les parcourir. Et c'est vrai que le fait de parcourir, j'ai pas du tout la même impression quand je vais en librairie que quand j'ai vu sur le site de l'éditeur. On a un contact, le contact de la page et que la dimension, la taille. Ouais, ça compte énormément dans le plaisir. Il y a certains trucs où je me suis dit, bof, ton et en voyant libraire le qui bouquin, te dit, celui-là, je pense que ça va pas te plaire. Par contre, celui-là. Aline, je te passe le relais sur les autres que tu as repérés cette semaine. J'en ai sélectionné 6, je vous disais. Attention, Tante Moisie, c'est un Glénat jeunesse qui m'a vraiment... Enfin, là, il faut vraiment le feuilleter parce que c'est super chouette, je trouve, l'illustration. Et c'est sur la vengeance d'un enfant qu'on envoie chez sa tante le mercredi, il me semble, et qui en a marre de ce qu'elle fait et qui décide de se venger. Mais regarde les illustrations... Encore à côté. Celui-là ? Non, encore à côté. Ça ? Ouais, mais là, par rapport... Ok, on va essayer comme ça, mais
pour les gens qui... Oh, regarde, les pages tournent. Et pour les gens qui regardent, mon écran n'est pas on voit plus le temps, mais j'ai trouvé le... Mais en fait, il faudrait que je prévoie, pardon, mais je c'est dommage ferai un écran spécial pour ça. À chaque fois, on est sur la grande image de l'autre côté. Voilà. Et les illustrations m'ont énormément plu. Je me suis vue à l'école en train de le lire aux enfants et en me disant qu'on allait bien passer du temps à regarder chaque illustration et qu'elles étaient vraiment très chouettes. Et que tu as l'impression que si tu montres ce livre aux enfants, pendant une semaine, ils vont dessiner des personnages avec des très grands yeux, cerclés plusieurs fois. Et il y a vraiment un truc dans l'illustration qui m'a... Oui, ça fait très Oui, ça fait penser très... exactement à ça, C'est vrai qu'il y a un petit côté sacré sorcière chez la Tante Moisie, Ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Je passe souvent rapidement sur les BD jeunesse parce que je suis moins jeune. C'est fini tout ça. Je crois que c'est surtout le chat qui fait ce phare, avec les oreilles pointues. Et je crois que la couve n'est pas ce que j'ai préféré. Je crois qu'il y a des pages à l'intérieur que je trouve déjà super, super chouettes. Bref, ça me disait bien. Et parce que j'ai l'impression que ça fait rêver autant bien sur l'histoire qui va être entraînante pour les enfants que sur la façon d'illustrer. Le lanceur d'alerte des camps Ouïghours, c'est une BD témoignage également sur des événements qui se là, sont le passés. Dessin de la couve, alors je l'ai vu celle-ci, le dessin m'a pas attiré, honnêtement, sur le... Mais en fait, j'ai l'impression que c'est des conflits dont on a... même des endroits qu'on situerait pas forcément facilement sur la carte et des conflits qu'on ignore complètement. C'est les BD documentaires, c'est fameux, il y en a énormément maintenant, je pense, sur un peu tous les conflits. Je reste sensible au dessin, moi, là-dessus. J'ai aussi besoin d'avoir un dessin qui est narratif, parce que, alors c'est souvent ce que je dis, ce qui n'est pas la vérité, mais c'est ce que j'ai souvent dit, en tout cas dans cette émission, c'est qu'effectivement, quand tu as beaucoup de textes comme ça qui vont se rajouter et qui commentent une image qui ne dit pas forcément grand-chose, là, j'ai du mal à rentrer dans le récit. Alors, c'est pas un jugement sur cette bande dessinée, là, c'est une remarque générale. Moi, en tout cas, ça me donne bien envie. Ouais, envie, c'est pas vraiment le mot, mais j'ai envie de le lire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une autre manière de découvrir l'actualité aussi. Et puis, je me dis aussi qu'il y a déjà une sélection qui est faite par Delcourt et j'ai tendance à faire confiance à du récit comme ça, documentaire, publié par Delcourt. Et peut-être que c'est ce qu'on se dit dans les jeux de société. C'est peut-être le fait que c'est mon éditeur, mais... Non, mais c'est vrai que naturellement, j'ai un peu plus confiance quand je vois Delcourt. Je me dis, ça, je vais quand même jeter un coup d'œil, alors que parfois, il y a des éditeurs, tu te dis, bon, là, je vais regarder, mais tu pars avec un a priori moins positif. Alors là, je crois que c'est un coup de foudre visuel. Tomber la lune, j'ai trouvé ça incroyable. Yunbo, dessin, scénario, couleur. Ouais, et j'ai trouvé ça vraiment joli, quoi. Une fenêtre, une maison. On est dans un style, ça me fait penser à du Sandrine Revel, c'est ça, un style toute couleur directe. Et je sais pas, il y a un truc là-dedans, une espèce de poésie. Je me dis, j'ai vraiment envie de lire la suite. Bon, j'ai lu le début, mais c'est l'histoire d'une petite fille dont le papa est remarié et à qui on n'a jamais montré une seule image de sa maman et qui un jour trouve, de sa vraie maman, pas celle de la personne qui l'élève, et qui un jour trouve un médaillon. Dans le médaillon, il y a l'image de quelqu'un et elle ne sait pas, mais c'est peut-être celle de sa maman. En fait, elle sait ce qu'elle se dit. Et voilà, on en est là. Et dans l'histoire, quand on termine l'extrait, et vraiment, il y a un truc... Il y a un truc dans les images, ça m'a vraiment fait rêver. Les 3 dernières Le Diable et très peu de Corail. sorties cette semaine-ci, mais vous voyez qu'il y a quand même de quoi acheter. Mais vraiment, les 3 là. Malheureusement, il y a de quoi acheter. Vraiment, c'était chouette. C'est Patrice qui dit Le Diable et Corail, j'ai beaucoup aimé, très chouette, histoire improbable. Discussion avec le diable, j'ai l'impression que c'est une métaphore de l'antisémitisme, c'est une métaphore entre la rencontre entre Hitler qui est diabolisé et une jeune fille juive. Oui. C'est ce que raconte le pitch. Waouh. Et quand c'est la claque en fait. Oui, j'en ai entendu parler aussi en bien de celle-ci. L'idée est assez incroyable. Donc on est en 1938. C'était ça au début. C'était ça. Ouais. 38, c'est si tard que ça, ouais. Mais écoute, c'était ça qui était écrit dans la première page, je crois. Prenante et touchante, dit Patrice, et j'ai vraiment de la curiosité, plus que ça même. Ouais, les visuels me tentent beaucoup, moi. En fait, c'est l'idée. L'idée me plaît aussi. Et puis tu vois, les pages comme ça. Les interpages, on dirait. Chapitrage. Le chapitrage,
a l'air très bien. Ouais, moi, je suis motivé par celle-ci. Je suis d'accord pour la prendre. Alors, on va faire le bilan après de tout ce qu'on achète, parce que là, dans cette émission-là, souvent, on partage aussi nos envies avant d'avoir lu les récits, et je trouve ça intéressant. Enfin, moi, j'aime bien faire ça. On assume complètement le fait qu'on n'a pas un avis, on n'est pas simplement sur des comptes rendus de lecture. On est simplement en train de regarder ce qui sort, et c'est une entrée qu'on fait souvent en jeu de société, qu'on peut reprocher parfois aux personnes qui présentent les choses en disant mais vous pouvez pas simplement nous dire ce qui est bien plutôt que de nous faire des listes de ce que vous voudriez lire, mais en même temps se créer l'envie ensemble, c'est aussi pouvoir déjà éveiller notre propre curiosité. Alors chez Glénat, Don Lance, celui-ci je l'ai pas vu, Aline. Alors moi je n'ai pas trouvé de quoi le feuilleter. Ah d'accord. Mais par contre la couverture ainsi que le pitch qui raconte que le petit garçon a perdu sa sœur, mais qu'avant de mourir, elle lui a dit qu'elle avait aperçu un truc un peu étrange et qu'il va aller se confronter au folklore et aux mythes locaux pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur, ça m'intrigue. Et la couverture, vous avez vu, elle est vraiment très très jolie. Donc à feuilleter en librairie. Ok, là ce ne sera pas vraiment un conseil pour l'instant. Et là, je crois que je suis déjà convaincue par avance sur Miles Davis et la quête du son, qui raconte en fait à un moment où en fait il peut plus jouer de la trompette et il va se mettre à la peinture et il va explorer différents types de peinture. Et ce qui m'a plu, c'est que j'ai lu tout ce qui concernait la BD, j'ai regardé les extraits. En fait, la BD, elle va évoluer en style graphique en même temps que lui change de façon de s'approprier la peinture pour combler ses envies créatives. D'accord. Et en fait ça, et le fait que j'aime déjà bien Miles Davis à la base, ça fait que j'ai vraiment envie de voir. Là on vous montre pas bien. Et puis il faut dire aussi qu'on sort de la lecture. On sort de la lecture de Paul, qui était vraiment super, qui a apporté quelque chose, je trouve, à ce que je savais de Paul McCartney, et même dans l'émotion, ça a apporté des choses sur ce moment de sa vie. Et du coup, je me dis, si c'est aussi réussi, vraiment, j'ai envie de voir. Alors, parlons justement des bandes dessinées qu'on a lues. Rachel qui nous dit qu'elle est traumatisée par Miles Davis. Tu nous as parlé de... On ne peut pas être traumatisé par Miles Davis, il a tout fait, Miles Davis. J'ai très peu lu, moi, cette semaine, parce que j'ai énormément de boulot à faire, et j'arrive à travailler un peu mieux que les semaines qui ont suivi les Sabliers d'Or, où vraiment j'étais épuisé. Du coup, je travaille, et je lis un peu moins, je regarde un peu moins de séries, et ce genre de choses. Du coup, c'est plus vous qui allez pouvoir parler de ce que vous avez lu, et notamment le Paul d'Hervé Bourris, que je fais dans le désordre. On reviendra sur les bandes dessinées qui t'ont particulièrement marqué, Simon, juste après. Mais celle-ci, vous l'avez lue tous les deux. Ouais. On est sur Paul McCartney, évidemment. Sur la période, juste après la fin des Beatles, il a eu un petit passage à vide, puisque là, on parle de sa résurrection. Donc, qu'est-ce qui a amené à sa résurrection? À la création des Wings, avec sa compagne Linda McCartney, et au succès incroyable de son retour... puisque les Wings, c'est aussi un groupe qui a été numéro 1. Et on a une bande dessinée qui nous raconte ça, qui est signée Hervé Bourris, qui est un spécialiste. Il a dit, c'est pas sa première bande dessinée sur le rock de manière générale. Il est assez sensible à cet univers-là. Et on est très Beatles, nous, avec Aline. C'est un groupe qu'on a aussi beaucoup suivi. On allait tout de suite en 63. Oui, je me rappelle. Bah oui, à Liverpool, on était dans les premiers. Et en 71, quand on se demandait ce que chacun allait bien pouvoir faire. Une belle année, 71, quand même. Non, mais alors, c'est vrai, qu'est-ce que vous en avez pensé? Déjà, Hervé Bourris, c'est un auteur important en bande dessinée. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait de manière générale. Et là, mais justement, comme tu l'as dit, c'est un sujet qui me plaît et sur lequel je connais déjà plein de choses. Et pour lequel j'ai déjà lu aussi plein de choses. Et surtout, j'avais lu beaucoup de choses et vu beaucoup de choses qui concernaient la façon dont John Lennon avait vécu cette période. Et parce que c'est vachement plus documenté, en fait, en termes d'autobiographie, de documentaire, de films même. Je sais pas si vous avez vu le film documentaire sur John Lennon qui est sorti dans les années 90, qui était dingo, qui avait plein d'interviews de personnes qu'il avait côtoyées ou travaillé avec lui et qui était incroyable et qui revenaient sur cette période-là. Mais là, de le voir du point de vue émotionnel de Paul McCartney, ça m'a appris plein de choses. Alors, et en plus, c'est un groupe qui a été pas mal documenté de manière générale. Je pense qu'il y a un nombre de choses à savoir sur la BD, c'est fou. Mais pas sur ce que... Pas psychologiquement, en fait. Et c'est ça que la BD permet. Et en fait, le vecteur de la BD le permet vraiment très bien. Et tout
tout est intéressant du point de vue de ce que ça raconte, mais visuellement, c'est assez génial aussi. Ah bah alors et ça correspond parfaitement bien à l'époque. Cette fameuse double page là que je vous ai montré juste avant. Il y en a plein. Il y a plein de doubles pages de dessins avec des idées. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est très narratif et très classique là, et d'un coup conceptuel voilà, aussi. Et d'un coup il y a une idée conceptuelle quand les nouveaux personnages ils arrivent comme là, je les prends vraiment en pleine face les différentes rencontres. Moi j'étais pas comme toi Aline, moi je connaissais pas du tout cette époque là, la transition. Moi j'ai vraiment tout appris de l'après Beatles. Je connais vraiment bien la période Beatles mais pas après. Et ça te prend quand même par la main, mais c'est pas plan-plan, c'est pas chronologique et on te dit ah bah il y a eu ça, t'es vraiment dans la tête des personnages et c'est hyper intéressant. Et il te fait voir plein de choses et le dessin, moi ça a été hypnotique, donc c'est vraiment très... Sur ce, je me rappelle très bien de ces photos. En fait, des photos avec les moutons et tout ça. Quand tu connais un peu et que tu vois les coups d'album, un petit peu, ouais. ou que tu vois les thèmes des chansons que tu connais par cœur et que ça t'explique pourquoi cette chanson il l'a écrite, c'est quand même assez sympa. Ouais. Wow, j'ai hâte d'avoir enfin un peu de temps pour les... Mais je me rappelle tout ça, ça aussi c'est une photo. Ouais, mais il explique, tu vois, le petit texte, il dit ça. Mais c'est intéressant, c'est que moi j'ai vu moins de choses que toi parce que je connais moins les Wings, etc. Mais je suis pas laissé à côté quand même. Mais je sens qu'il y a des trucs, et d'ailleurs quand t'es arrivé dans la salle, moi j'avais mis les Wings parce que je connaissais pas trop et tu m'as dit moi je connais tout par cœur parce que moi j'avais besoin de m'immerger aussi là-dedans parce que je connaissais pas et du coup voilà, maintenant j'ai plein de nouveaux favoris aussi en musique pour réécouter tout ça. On a mis souvent nous dans nos stories, quand on fait des stories, vous avez eu pas mal, notamment de Vénus and Mars, l'album que je mets assez régulièrement, parfois en bande son. Il y a vraiment plein de tubes. Enfant, on m'a beaucoup fait écouter l'album Ram. Je crois que je le connais depuis. C'est le plus connu. Depuis que je suis petite, quoi. J'ai toujours connu cet album. Voilà, donc Paul, on vous le conseille, ça vous a plu à tous les deux. Donc ouais, mais vraiment, c'est même plus que ça, quoi. C'est vraiment du coup de cœur. Ouais, c'est un des gros coups de cœur de cette année. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est déjà mon coup de cœur. Non, mais vraiment celui-ci. J'ai vu des stories de notre libraire qui avait bien aimé aussi. Donc, je pense que quand même. C'est facile d'aimer cet album. Mais après, est-ce que quand on n'est pas... Parce que nous, on est un peu, d'un point de vue musical, mais regarde, on est très sensible aux Beatles de manière générale. Franchement, tout est vraiment fou dans la façon dont c'est illustré. Mais même si on n'est pas intéressé par les Beatles, ça vaut le coup aussi. Moi, je suis moins, intéressé par l'histoire de Paul McCartney, etc. Et la BD m'a complètement happé. Parce qu'en fait, elle te raconte une histoire personnelle. Il se trouve que c'est Paul McCartney et qu'il a fondé The Wings, mais en fait, ça te raconte d'abord ses sentiments, comment il passe. Historiquement, c'est tellement fort et documenté. C'est plus... En fait, c'est quand même une histoire sur la perte d'une amitié forte. C'est ça. Et moi, tu vois, tu as montré tout à l'heure l'histoire d'un auteur de BD qui raconte aussi la perte d'un ami. En fait, je pense qu'on est vraiment sur la même BD. C'est ça. Sauf que il se trouve que ce sont des personnes célèbres. C'est ça. On va attraper les deux autres que tu nous as ramenés. Alors celle-ci, on l'a achetée ensemble en même temps, mais moi je l'ai pas encore lu. Toi tu l'as lu, Simon. Donc j'ai fait mes devoirs avant de venir. Et puis c'est Mitsu aussi dans les sorties récentes. C'est les trois que tu avais sélectionnés sur les sorties qui sont arrivées là juste maintenant. On va vous les montrer. Puis là-dessus, celles-là on les a pas lues, Aline et moi, donc on va pas pouvoir en parler. La Terre verte, on l'avait acheté directement par le sujet. Moi le sujet m'avait vraiment tapé dans l'œil. Cette découverte, c'est le Groenland, c'est ça? C'est exactement ce que veut dire Groenland, sa traduction. Oui, c'est ça. Oui. Alors c'est pas la découverte, c'est ça qui est assez surprenant. En fait, c'est c'est une fausse suite de Richard III de Shakespeare, et où en fait Richard III il est pas mort, etc. Richard III il est parti au Groenland. Tu viens de me convaincre. Tu viens de me convaincre. Richard III, c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup. Et on peut suivre même si on n'a pas vu Richard II et Richard I. Oui. Si tu n'as pas vu Richard I et Richard II, je te conseille Looking for Richard, qui est un film de Al Pacino, qui est vraiment mon film préféré avec Al Pacino, qui est Richard incroyable. Cœur de Lion, là, le film non, celui-là non. Donc c'est une bande dessinée qui est signée, donc je vais vous en parler, Hérolès, Tancrel et Merlet, c'est chez Delcourt, et c'est un gros volume. Ouais, c'est un gros volume. Moi, ça m'a fait
hyper plaisir de lire ça parce que c'est extrêmement bien écrit, avec tout le boulot qu'on a fait sur Carta Aventura, Vinland, etc. Tu retrouves fait tout ça, tous les personnages, les lieux. Il y a les sagas du Groenland, c'est inspiré de tout ça. On te recite tous les personnages, etc. Donc c'est hyper intéressant de se plonger là-dedans. Je pense que moi je connais pas trop Shakespeare et Richard III, c'est assez vague pour moi. Faut voir Looking for Richard. Voilà, je reviendrai. Et je pense que si tu le connais vraiment bien, je pense que c'est un peu comme Paul. Je pense que tu peux lire ça en mode et différemment, bien sûr, découverte de l'univers du Groenland, etc. Même un peu expert, et tu es quand même là à apprendre des choses. Mais je pense que si tu as la version que tu connais Shakespeare, tu vas voir d'autres choses, et c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est assez fort, c'est vraiment très bien. Moi, je suis pas hyper sensible au dessin. Et j'aime bien, moi. Je trouve qu'il y a une maîtrise. Ouais, on parle, moi. C'est pour ça que je dis je suis sensible, parce que je dis. Non, mais c'est important. Il y a quand même ce rapport au dessin qu'on peut. C'est ça. Et ça m'a quand même complètement happé, quoi. Donc. Ça marche hyper bien, et tu sens que c'est hyper précis. Enfin, dans toutes les recherches historiques, les documents, les termes et tout ça, c'est un très très beau volume. C'est pour ça qu'on l'a pris. Pas encore le temps de le lire. Hein. Désolé, on essaie de préparer tellement de choses en même temps que c'est compliqué. Mais là, celui-ci, moi... si on est fan de cet univers viking, Groenland, des sagas, faut foncer. Enfin, si on s'appelle Wittberg. Enfin, voilà. C'est ça. Ça, je dis rien. La Terre Verte, Erolès Tancrel Merlet sur le Groenland, et vous apprendrez peut-être l'expression de ces deux-là. Hein, c'est du Groenland que vient l'expression gros. Exactement. Il me semble. Ah oui. Ouais, exactement, c'est ça. Celle-ci, je ne la connaissais pas. Mitsuo, JG et Jérôme Hamon. Je crois que JG, c'est des initiales comme RG. Je sais pas. Il s'appelle Georges. Non, J, qu'est-ce que c'est JG. Jérôme, ça attends, c'est un J. c'est G. Oui, mais justement, c'est Jérôme. Jérôme Gérard. Ouais, c'est Jérôme Gérard. Ouais, c'est Jérôme Gérard. C'est JG, c'est mieux, quoi. C'est sûr, je vais chercher. C'est une BD que moi j'ai trouvé complètement incroyable. Je l'ai acheté un peu sur le conseil de mon libraire et au dessin. Et au dessin que j'ai trouvé c'est pas le même style, effectivement. Non, et moi j'ai tout de suite flashé sur le dessin, et j'ai pleuré. Et c'est incroyable, et je trouve que c'est des BD où tu te rends compte que ça a été fait pour être une BD. Jérôme Gillet. Presque. C'est vraiment ça ? Ou c'est une blague ? Merci Google, c'est vraiment ça. C'est vraiment dit JG, c'est mieux, quoi. Non, c'est très. Ça va, et le dessin est incroyable, et en fait l'histoire aussi est incroyable. Vous voyez, en fait, ça mélange, ça mélange de la science-fiction un peu fantasy, et comme on l'a vu au début là du réel, parce qu'en fait l'histoire, le cœur de ça, c'est ça. Il y a une relation entre une mère et un enfant. L'enfant, lui, vit dans son monde imaginaire. Il est peut-être même un peu enfermé dans son monde imaginaire, et il n'est pas hyper adapté à la société. Et la mère, elle sait pas quoi faire, elle est perdue, le père aussi. Et sauf qu'ils essaient de rentrer dans ce monde-là, et c'est incroyable comme... je suis même encore ému. La force de la BD, de réussir à montrer quand est-ce que l'enfant perçoit sa mère, quand est-ce qu'il perçoit l'héroïne de sa mère qui est rentrée dans son univers. Je pense que ça me fait écho à moi, qui est papa d'un enfant de 8 ans aussi. Mais... ça va. Là, on le voit, c'est les premières relations, et c'est très fort, et ça parle du monde imaginaire que se créent les enfants, de la détresse des parents quand ils savent pas comment interagir avec leurs enfants, qui savent pas comment aider leurs enfants, et avec une histoire d'aventure, et c'est ça qui est assez génial. Et enfin, c'est mais c'est exactement pour ça qu'on a tellement de plaisir, nous, à partager nos lectures, nos découvertes en bande dessinée de manière générale, mais au-delà, en série et d'autres choses, c'est que quand on vit des émotions en lisant des livres, parce que ces émotions-là, on les a pas toujours ailleurs. C'est qu'on a tout de suite envie de courir vers quelqu'un en disant « Hey, lis ça, puis on en reparle, parce que vraiment, est-ce que ça va déclencher cette émotion que j'ai pas eu ailleurs, j'ai pas ressenti. Parfois, on passe dans des tunnels de vie dans lesquels on ne croise aucune émotion pendant un moment, et une simple lecture va vous réveiller. L'impression que ça réveille la corde sensible à l'intérieur, et vous permettre de vous reconnecter à des choses dont vous avez besoin, tout simplement, parce que tu as raison de le dire, ça évoque notre propre entourage, nos relations avec nos proches, ce qu'on a ressenti comme petite émotion en regardant par la fenêtre simplement. Je l'ai souvent vécu sur des choses, parfois on ne les partage pas. Tu sais, quand j'ai lu le In Wave,
que j'avais envie aussi que tu le relises, tu me dis non, moi ça m'intéresse pas. Et donc je reste avec ma petite émotion que j'ai gardée pour moi mais que je peux pas partager. C'est pas que la lecture, c'est le partage aussi qui est important dans la découverte de tout ça. Et puis on a Fensho qui a été cherché sur Google, qui nous dit JG de son vrai nom Jérôme Gillet, donc on a la biographie, né le 28 décembre 88 à Lubumbashi, est un dessinateur de bande dessinée et infographiste belge, passionné par l'œuvre de Martin Rydberg. Il s'est lancé dans la bande dessinée. Ça me gêne. J'arrête la lecture parce que... Tu nous as ramené aussi des bandes dessinées qui t'ont marqué, mais alors là, c'est pas des sorties du moment, c'est des conseils de tous les temps, on va dire. Ouais, Je crois que je les ai pas lus en plus. Donc, on en avait parlé un petit peu là, donc j'ai pris ma petite sélection, un petit peu de tout. Alors, j'ai pris... on les amène là ? Oui, on les amène là, parce que sinon on va parler d'eau au micro, c'est super. Ouais. J'ai pris Magnum Génération. J'ai vu la série. Parce que je suis aussi... j'adore la photo. Enfin, je fais pas mal de photos. J'adore les moustaches. C'est ça. Et j'avais adoré le photographe, qui était une claque graphique. Et ça qui est en fait sur l'histoire de Magnum, de la création de la maison de photo Magnum, et notamment de Kappa. Et j'adore en fait, ça mélange... moi ça me laisse de glace. Ça mélange les... Pardon. Ça mélange les photos qu'ils ont vraiment pris, et un peu comme ce que tu expliquais tout à l'heure dans Paul, de confronter les photos et le vrai moment. T'es confronté, il mélange. J'adore les mélanges. Il mélange la photo, le dessin avec les vraies choses, et l'histoire de la création de Magnum est complètement incroyable. Et voilà, si on est passionné de photos, d'histoire, etc., c'est vraiment top. Et puis tous ces photographes, c'est des destins incroyables. C'est tellement même d'histoire et de politique. Oui, c'est ça. C'est vrai que le mélange de bande dessinée, il y a quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans. C'est évidemment aussi la bande dessinée de Guibert, le photographe, qui a créé ça. Créé, j'en sais rien, parce que il y a sans doute eu d'autres choses avant, mais en tout cas qui a remis ça au goût du jour. C'était quoi, au début des années 2000, il me semble, le photographe. Avec cette confrontation en fait entre la photo qui te crée quelque chose de réel et puis la bande dessinée qui te crée quelque chose de sensible. C'est un peu différent en réalité l'approche, et ça permet, cette confrontation-là permet d'être à la fois dans... comme la lecture classique d'un livre, quelque chose que tu construis à l'intérieur, parce que finalement, ce qui est toujours très important dans la bande dessinée, c'est pas seulement le dessin en lui-même, c'est pas seulement la narration, c'est ce qui se passe entre les cases dans la tête du lecteur, le fameux espace interstitiel. Où toute l'animation, moi les personnages, j'entends leur voix en fait quand je lis. Les personnages sont mouvants en bande dessinée, comme dans un film. La science du mouvement est d'ailleurs essentielle, c'est quelque chose qu'on analyse dans une BD, et la photo permet d'avoir un rapport au réel directement qui crée une mise en perspective qui est tout de suite Et puis en plus là ça nous confronte à la photo, les gens sur la photo, mais aussi ceux qui ont fait la photo, comment ils sont arrivés jusque là, comment c'était dangereux, épique, et c'est un projet très politique, etc. Et voilà, c'est vraiment une BD qui est marquante. C'est une catastrophe ce que tu fais là, parce que on avait déjà repéré des trucs qu'on voulait acheter des sorties de cette semaine, on va repartir avec des trucs en plus. Je peux vous en laisser. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais là moi je me suis dit que c'est un cadeau de fête des mères tout trouvé, parce que ma maman elle est passionnée par la photo. En plus. Et du coup, je vais lui offrir, ce qui me permettra de le lire. Tu vois bien l'idée? Après ça, moi j'ai pris le petit frère. Moi on en a parlé un petit peu hier. C'est sorti quand ça? Parce que moi j'ai eu une période où j'ai arrêté d'en acheter pendant... C'est pas sorti il y a très... Ouais, mais c'est peut-être dans la fameuse période où j'ai arrêté d'acheter un peu des choses. Et où je me suis dit 2022, c'est ça. Donc j'ai loupé. Et c'est pour ça qu'on en reparle aussi, parce que j'ai loupé tellement d'émotions que j'aurais dû avoir. J'aime beaucoup Jean-Louis Tripp, qui a fait des bandes dessinées... Magasin Général. Voilà. Et c'est vraiment ce trait-là que je trouve très beau. C'est la BD que... Alors il y en a de moins en moins, mais je me souviens quand on lisait des BD il y a 10-15 ans, les gens ils venaient chez toi, ils voyaient plein de BD où tu leur en parlais, ils disaient ouais mais c'est pour... Pourquoi tu dis ça, c'est pour enfants? Puis alors moi à l'époque je donnais les pilules bleues. Ouais, moi j'ai beaucoup fait ça aussi. Tu dis tiens écoute, lis ça, pleure un coup, et puis tu me diras si c'est pour les enfants. Pour l'anecdote, il nous regarde peut-être de temps en temps, il nous regarde notre libraire qui est sur Besançon, dont on suit tous les conseils, qui est un grand expert, et puis maintenant qui a une vraie voix dans la bande dessinée. Souvent tu vois ses chroniques qui sont repris. Quand je l'ai rencontré au tout début, il y a très 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 longtemps, il venait du rayon jeunesse. En fait, il connaissait pas trop la bande dessinée, et je lui ai fait ça. Je lui ai dit tiens, lis ça, c'est les pilules bleues. Tu vas pouvoir découvrir aussi en priorité des bandes dessinées qui m'ont plu particulièrement. Et du coup, le petit frère, maintenant c'est celle que je fais, c'est sur Jean-Louis Tripp, c'est autobiographique, qui a perdu son petit frère quand il était petit. Et
C'est la première fois, tu vois le pavé que c'est quand même, c'est assez dense, ça fait 300 pages, je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai lu ça je peux jamais m'arrêter, moi, en 3 heures. Ouais, mais alors c'était un peu tard quand même quand je m'y suis mis, j'étais un peu en mode tiens, allez, lance le truc. L'heure, on s'en fout. Et c'est incroyable comment il arrive à montrer comment il vit ça intérieurement, la perte de son frère, etc. C'est incroyable. Enfin, c'est une BD qui me touche, auquel je pense souvent, je suis obligé de dire et tout en plus, moi, je suis fils unique, donc en plus, je peux pas dire que je me suis projeté dans la perte de mon frère, mais ça m'a quand même bouleversé, quoi. Donc, c'est le frère que tu n'as jamais eu. Exactement. Non, c'est vraiment incroyable, qui est très très bien. Il y a des musiques là-dessus. C'est ça. Alors, on a 2 autres, je peux pas les attraper, je vais vous demander de les attraper. On termine par ces 2 bandes dessinées là. Au-dedans, je l'ai dit, qui est dans ma liste de bandes dessinées que j'ai prévu d'acheter depuis longtemps et que je remets à chaque fois en disant j'achèterai plus tard, j'ai loupé la date de toute façon. Et de Will McPhail, je ne l'ai pas encore lu. Mais par contre, je sais qu'il faut que je la lise, qui a été multi-récompensée, celle-ci. Très très intéressant et surtout, elle t'amène pas là où tu penses. Et j'avoue que c'est en ça que j'ai été surpris. Je m'attendais à lire quelque chose et c'était pas ça. Et c'était pas ça que t'as lu. Et c'est ça qui est génial. Ça se lit plutôt très vite, mais il y a plein d'idées graphiques que je trouve très... Moi, j'ai lu ça sur un truc sur les zombies que j'avais acheté en me disant ça va être complètement les zombies. Et puis en fait, c'était pas du tout ça c'était pas du tout le sujet. C'était les Z. Ah oui. C'était Orgueil et Préjugés et Zombies. Et graphiquement, il y a plein de choses. Il y a plein d'idées qui t'amènent à voir. Et c'est une BD que ça m'arrive pas souvent, mais que j'ai relu. Parce que j'ai relu une semaine après, quoi, tu vois, parce que je dis attends, il y avait des trucs maintenant j'ai envie de revoir comment ça marche c'est vrai que ça m'arrive rarement de relire directement, voire de relire tout simplement. J'ai énormément de BD chez moi, j'imagine toi aussi, mais on les garde, on les relit. On les relit pas tant que ça en réalité. Ça vous est jamais arrivé avec un film? Moi, Usual Suspects, la première fois que je l'ai vu, je l'ai remis au début. C'est plus facile. Directement. C'est bizarre, mais ça demande moins d'efforts. Des fois, tu zappes ou tu te retrouves devant un film sans faire exprès et tu restes devant et tu le regardes entièrement une deuxième fois. C'est rare que ça arrive en BD. Ça arrive, c'est vrai, ça arrive, mais c'est pas si souvent que ça. Gladiateur aussi. J'étais le 1. Je suis allée le voir 2 fois de suite. C'est des films où tu te dis, il faut absolument, c'est une telle claque, il faut absolument que tu revoies ça pour voir comment ça fonctionne, comment ça t'a emporté si loin. Et puis j'aime bien ce dessin très épuré, pur, très crayon, très très beau, et en même temps avec ses yeux qu'il arrive à faire des émotions complètement incroyables. Ce personnage, je sais pas, la maîtrise du dessin qu'il a en 4 coups de crayon, de te faire comprendre par ses yeux ce que c'est. Donc 4 coups de crayon, je maîtrise. Après, vraiment très très Will bien. McPhail, on nous demande le nom de l'auteur, c'est Au-dedans. 404 éditions. Et puis la toute dernière, et puis je suis content parce que Aline elle a pu Aline elle a pu le lire. Vous avez moi pendant ce temps-là je travaillais comme d'habitude, je faisais du dessin du dessin de presse hier. Inoubliable de Fabien Toulmé, qui est en fait une compilation de témoignages 6 histoires, de témoignages qu'il a récupéré. Il explique un peu, il a fait un appel à témoignages pour essayer de récupérer des histoires on va pas dire incroyable parce que c'est pas le cas, mais d'histoires marquantes, inoubliables. J'ai failli faire ça un coup. Et il a fait une sélection de ces histoires-là, il les raconte. Et il le fait avec un trait très simple, très épuré, avec pas d'éclat de mise en scène, de graphique, etc. Et pourtant, en 15 pages, 20 pages, il arrive à te faire comprendre tous les enjeux de ces personnages, il arrive à te faire... et de t'émouvoir très très simplement, et des histoires qui n'ont rien à voir, et c'est hyper marquant. C'est des personnes qui restent souvent dans la tête. En fait, souvent, c'est une histoire qui a bouleversé la vie des protagonistes. C'est ça. Et socialement, c'est intéressant parce que tu as des thèmes qui sont très variés. On peut peut-être quand même dire, il y a l'histoire d'un malfrat, il y a l'histoire d'un prêtre défroqué, il y a, c'est des choses comme ça. Et c'est fou parce que je t'avoue, j'y suis allée un peu à reculons. Ah bon ? Ouais, parce que les témoignages sociaux, c'est pas forcément ce qui me... Je suis plus attirée par de la fiction que par du documentaire. Ah, ça on l'a vu avec 1923. Faut pas que ça soit trop réaliste. C'est hyper réaliste. Et en fait, j'ai été complètement prise dans la BD. Et en plus, je pense que plus les histoires avançaient, j'ai l'impression qu'elles sont ordonnées aussi. Que la dernière histoire, j'étais bien contente d'aller cuisiner parce que je pense que j'étais sur le point de pleurer. C'était vraiment, c'est vraiment fort en fait. Et effectivement, le titre,
est bien trouvé parce que je pense que tu l'oublies pas vite, quoi, la dernière. Et des choses très courtes. Moi, c'est une BD que j'ai prise sur le conseil du libraire. Je suis un peu comme toi, je pense que j'y serais pas allé. Tu m'as dit que t'étais pas trop sensible au graphisme. Oui. Plutôt bien. Moi. Bah, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas. C'est que du. C'est que du gaufrier, d'ailleurs, on le voit, c'est beaucoup des 6 cases, c'est toujours le même format. Et moi, j'avoue que ce que j'aime bien dans les BD, c'est un peu comme ce qu'il y a dans Paul, dans Mitsuo, c'est quand le média graphique est vraiment. Parce que là t'as quand même l'histoire rouge, l'histoire bleue, l'histoire verte, l'histoire orange. Enfin, je veux dire, tu sens qu'il a distingué ses chapitres par une teinte. Par une couleur, mais à un moment je me suis dit ça va peut-être aller au-delà, peut-être qu'à la fin tu vas avoir un espèce d'arc-en-ciel. Non, en fait il y a pas d'idée derrière ça, c'est juste ça sépare les différentes petites nouvelles. J'ai failli prendre Super Steel, l'Odyssée d'Hakim, parce que c'est le même, et l'Odyssée d'Hakim, moi c'est une BD qui m'a bouleversé d'ailleurs. Grâce à l'Odyssée d'Hakim, on est en train de travailler sur un carte Aventura sur les migrants, avec Coco Chéri, la Ligue de la Ligue des droits de l'homme. C'est aussi, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu sors de l'Odyssée d'Hakim, où tu pleures tout le temps, ou d'Inoubliable, en disant... Mais heureusement qu'il a ce style de BD qui t'éloigne un peu, parce que si c'était trop réaliste ou trop autre chose, ce serait peut-être trop dur, ou tu jouerais un peu, ça te sortirait en fait de ce que pensent les personnages, parce que là en fait ce qu'il veut c'est qu'on soit à l'intérieur, on vit avec eux, avec quelques dialogues et je trouve que c'est une prouesse de faire autant si peu. Il y a quelques moments qui sont un peu poignants quand même. Par exemple, tu viens de lire toute une histoire et puis la narratrice te dit à la dernière case et c'était mes parents. Et ça, il y a un truc qui est très émouvant. Là, tu nous as dit la fin. Merci. Non, je n'ai rien raconté du tout. Alors, Fabien Toulmé, Inoubliable, ça c'est dans tes conseils. C'est pas des BD de cette semaine, mais c'est des BD qu'on vous conseille de lire. Au-dedans, de Will MacPhail. Donc évidemment, ça, on va les lire, nous. Jean-Louis Tripp, Le Petit Frère. Ça fait aussi partie de tes conseils universels. Magnum Génération. Si vous aimez les glaces et les ça fait quand même ça fait 2 fois que tu fais la même blague. C'est interdit maintenant. Les blagues, si, on peut les faire 3 fois même. Mitsuo, j'ai pas de blague. Donc ça, c'est dans les sorties récentes. La Terre Verte, on en a parlé il y a 2 semaines, je crois. C'est aussi dans les sorties récentes. Et regardez, il y a un fil pour retenir sa page, parce qu'il y a beaucoup de pages. Ça, ils le font rarement sur les BD de 30 pages. C'est ça. Et voilà, et Paul qu'on a. Les bandes dessinées du moment. Quand vous aurez acheté tout ça, il faudra les ranger. Comment tu fais pour ranger tes BD ? T'as un endroit t'as le droit on a une belle étagère avec les BD et les jeux de société. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand c'est plein, il faut aller les descendre en bas dans le deuxième rayon un peu caché. Du coup, ça te permet d'ordonner les choses. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on enlève ? Comment on fait ? Ah oui, c'est immuable. T'as un endroit, quoi. C'est ça. Quand il est plein, il faut faire un truc. C'est ça. Et en même temps, c'est assez agréable parce que tu dis, attends, maintenant, dans celle-là, elle est vraiment incroyable de BD, tu regardes ça, en fait elle était pas si incroyable que ça, j'arrive rien à virer à la place, et puis des fois tu dis non, du coup c'est... On a le problème aussi, puis nous il y a le chalet, j'aimerais bien que le chalet laisse plus de place aux bandes dessinées, qu'on puisse aussi, parce que là on se perd dans les jeux, c'est impressionnant pour les gens qui arrivent, qui voient toute cette collection de jeux gigantesque et qui restent des heures devant les étagères à les regarder. On voudrait qu'il y ait aussi cet aspect là, et j'ai regardé, en fait je cherche des présentoirs pour les poser droit, en fait, parce qu'on a envie aussi de les afficher, les dernières qui viennent de paraître, on va pouvoir mettre ça on en a quelques-uns, mais on va essayer d'en mettre un petit peu partout pour donner envie aux gens de feuilleter, parce que ça fait partie de notre plaisir aussi de pouvoir partager avec vous, avec ceux qui passent les différents albums. Je sais pas trop si pendant la semaine de Board Game Campus les gens ont regardé les bandes dessinées, je crois pas trop, c'était pas le ton. Je pense pas. Tanguy, lui, tous les soirs il a lu des BD, mais les joueurs qui venaient tester leur jeu et apprendre des choses, et eux non, je crois pas. Faut les obliger. Je pense aussi que leur cerveau était assez essoré. C'était intense quand même. Plein de choses ce matin. Je pense que ceux qui ont regardé l'émission jusqu'au bout, on vous a coûté cher. Mais non, on vous a apporté des émotions. C'est ça le principe aussi, que ce soit les jeux, les films, les séries, les bandes dessinées. Voilà. Il est venu avec ses propres BD, Macrier. Voilà. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne. Bah oui, à demain. Bonne journée à tous, à bientôt. À bientôt.